il m'annonce que je suis sur liste d'attente, j'ai fait what the fuck, liste d'attente. C'est là que tu vois en fait que les patrons considèrent que tu bosses pour eux, mais t'es à leur merci, tu vois. T'as un business qui génère plusieurs millions et tu dis stop net. Ouais, stop net. Moi, j'étais pas fait pour les études, donc j'ai arrêté très tôt. Salut, bienvenue à vous et bienvenue dans ce podcast Open Mind. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial. On reçoit Florent Fouque. Vous allez voir, premièrement, ce podcast va se dérouler en deux parties. La première sera basée sur son expérience, d'où il est allé jusqu'à où il a pu réussir, quel est son succès. Parce que oui, il a mis des années à construire son succès. Par contre, il a eu un succès de fou dans son business. Deuxième partie, on va voir un petit peu une partie plus personnelle de Flo parce que j'aime bien que l'on puisse rentrer un petit peu dans l'intimité de nos invités et qu'ils nous expliquent pourquoi ils en sont arrivés là, quels sont leurs drivers et quels sont leurs modes de vie. Et là, on verra vraiment des choses qui sont absolument dingues. Ceux qui sont fans de spiritualité ou de développement personnel, ça sera juste top pour vous. Pour les autres, franchement, écoutez, ça en vaut le détour. Pour certains, ça va vous paraître complètement lunaire et complètement dingue. Et puis pour d'autres, ça vous permettra peut-être de creuser un petit peu plus la question. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires ou quoi que ce soit ou réagir par rapport à l'expérience professionnelle ou par rapport à ces expériences dans le spirituel. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bon visionnage. Salut Flo. Salut Seb, merci de m'inviter. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir en tout cas. On est là aujourd'hui pour ce petit podcast où on va parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours, parce qu'il y a énormément de choses passionnantes à en retirer. Ok. Donc hâte de voir un petit peu ce que tu as à nous proposer. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu as fait grosso modo? Ouais, Florent Fouque, aujourd'hui j'ai 44 ans et j'ai l'intention d'y rester. C'est un truc psychologique, on pourra peut-être rentrer dans le détail dedans. 3 enfants, une grande fille de 19 ans qui a déjà quitté le foyer, et puis un fils de 14 ans, une petite fille de 3 ans et demi, et tout ça avec la même femme. Aujourd'hui, c'est un petit peu... c'est parfait, il faut le faire, quoi. Ouais. Donc voilà, et voilà, on vit paisiblement ici à l'île Maurice depuis 7 ans. Voilà, je suis web entrepreneur, je pense qu'on aura le temps de rentrer dans le détail depuis maintenant 12-13 ans. Et voilà, la vie est belle. La vie est belle, exactement. Super. Merci pour cette présentation. Mais justement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu au tout début de ton histoire, c'est-à-dire juste avant que tu deviennes entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu as fait des études? Comment tu as lancé ton parcours, en tout cas professionnel? Ouais. Alors déjà, moi, j'étais pas fait pour les études, donc j'ai arrêté très tôt. C'est-à-dire que tous les bulletins, c'était écrit Florent peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. Et mais moi, je m'en battais. Je m'en battais les couilles de peut mieux faire. Je voulais pas mieux faire en fait. Et donc c'était vraiment pas fait pour moi. Donc j'ai pris la voie la plus rapide pour sortir. Donc à l'époque c'était un bac de compta gestion qui était le plus simple et le plus facile à obtenir en gros par rapport à mon cursus à moi. Et puis j'ai fini par un BTS de gestion parce que le bac ça sert à rien, donc il faut que derrière tu fasses un BTS pour que tu sois employable quoi. Ouais. Donc en gros c'était le BTS des assistants, des assistantes parce que 80%, 90% des effectifs c'était des nanas. Et puis moi, ça m'allait bien. Et à cette époque-là, c'était dans les années 2000. Et moi, j'avais appris à développer des sites internet. À l'époque, je me rappelle, avec Word, on pouvait faire déjà des pages HTML, donc c'était génial. Ah, tu codais? Ouais. Alors, je codais pas, mais je faisais des pages HTML avec des outils Word, après avec Dreamweaver. Je maîtrisais bien les bases Access, donc après j'ai fait avec des bases à UltraDev, donc je faisais des sites dynamiques. Ouais. Et donc j'ai appris par moi-même comme ça à développer des sites internet. Et je me rappelle d'ailleurs à l'époque, à l'école, ils nous avaient mis des filtres anti pour qu'on n'aille pas sur les sites de cul. Ouais, et j'ai dit, putain, c'est la première chose qu'il faut me dire, comme ça, moi, vous allez voir, je vais vous faire la liste de tous les sites de cul qu'on peut aller voir. Et donc je leur ai envoyé toute la liste des sites de cul qu'on pouvait accéder, malgré le truc qu'ils avaient payé, qui était débile quoi. Et donc voilà, en fait, j'avais ce côté un peu geek où ça m'amusait de développer des sites internet. Je m'étais développé un petit blog, moi, titre personnel. D'ailleurs, à l'époque, je m'amusais à déjà faire des tutos sur les outils du back-office. Sur Internet. Et je me rappelle, j'avais gagné un concours qui était organisé par Francité à l'époque pour se faire connaître leur plateforme de blogging. Et voilà, je crois que j'ai gagné 500 balles. Enfin, c'est anecdotique. Tu t'es intéressé très tôt donc au Ah ouais, je te dis en 99, 2000, je faisais déjà les sites Internet. Et puis à l'époque, je m'étais intéressé aussi au référencement. SEO. Au SEO, mais de l'époque, à l'époque Google n'existait pas. Hein. Ouais. Donc à l'époque c'était Alta Vista.
Et à l'époque, du coup, j'avais lu un bouquin et j'avais appliqué et j'ai dit, waouh, c'est fou, en fait, on pouvait mettre n'importe quel site en premier sur les moteurs de recherche, sur n'importe quel mot-clé, mais mot-clé unique, genre voiture. T'es arrivé premier. Enfin, je veux dire, c'était vraiment c'était le démarrage. Et donc, je finis mon BTS comme ça, et j'apprends à faire tout ça, donc je fais mes petits blogs machin, et du coup, je vois qu'il y a des SS2I, donc des boîtes qui font des sites internet, qui commencent à recruter. Parce qu'en fait, à l'époque, le métier de webmaster n'existait pas. Et oui. Donc, voilà, c'était tout début, donc tu n'avais pas de diplôme pour ça, donc moi ça m'allait bien, j'avais pas de diplôme pour faire ça, mais je savais faire. Et comme j'avais quand même des compétences en référencement qui étaient assez rares, tu vois, pour l'époque, et y compris sur les sites internet, je me suis fait embaucher comme ça, donc dans une SS2I, un gars qui montait sa boîte, qui avait déjà un peu de clients. Et je me rappelle à l'époque, c'était France Télécom qui nous envoyait tous les clients parce que les clients allaient chez France Télécom pour être référencés sur les pages jaunes, mais pour être référencés sur les pages jaunes, il fallait avoir un site internet, quoi. Donc nous, on faisait le site internet et qui après était référencé sur les pages jaunes. Et du coup, le plus gros des clients, ils nous étaient ramenés par France Télécom. Et puis après, du coup, des clients de plus en plus prestigieux avec des besoins de plus en plus techniques qui sont arrivés. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à faire des sites avec Ultradev, Dreamweaver, avec des bases de données. À l'époque, je mettais sur Access, etc., etc. Ok. Voilà, donc tout démarre. Donc ça, effectivement, déjà dans les années 2000, je sais pas quel âge tu avais à l'époque. Moi, franchement, tu devais pas être très vieux. J'avais 12 ans, quoi. Ouais, c'est ça. En 2000, j'avais 12 ans. Donc voilà. Et à l'époque, tu me rappelles, quand les gens avaient une adresse email, ils disaient, oh, je me rappelle, il y avait des stagiaires qui étaient arrivés dans l'entreprise, on avait créé une adresse email, ils disaient, non, j'ai une adresse email, mais c'est génial et tout. Alors bon, aujourd'hui. Non, on en a 12. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc c'était les tout démarrages. Au début, c'était du RTC. Moi, j'ai vu apparaître la DSL. Enfin, nous, on attendait la DSL parce que tu vois, c'était notre travail, quoi. Voilà. Et puis, il y a eu la bulle de l'Internet où les investisseurs ont investi massivement de l'argent dans les startups qui se sont cassés la gueule parce qu'il n'y avait aucun business model. 2001, ça. 2001. Ouais. Et donc, du coup, la SS2I dans laquelle je travaillais, au bout de 2-3 ans, elle s'est cassée la gueule. Et donc, du coup, moi, je me suis retrouvé avec plus de job. Et quand même des compétences en informatique, puisque voilà, on faisait aussi des formations en présentiel, donc c'était moi qui m'occupais aussi du réseau interne de l'entreprise, donc j'avais appris par moi-même à mettre en place un réseau d'entreprise pour les PC, l'internet et tout ça. Et puis voilà, donc du coup j'avais développé des compétences en informatique, j'avais moi des compétences en gestion, parce que issu de mon BTS et de mon bac, et donc du coup derrière je me suis fait embaucher dans la grande distribution. Donc dans une plateforme des magasins gamme vert. Voilà, c'était une plateforme qui délivre. J'ai bossé dans gamme vert, moi. Ah, tu vois. Je savais pas. Ouais. Tu vois. Et donc plateforme du sud-est de la France. Ouais. Et on livrait les 350 magasins gamme vert et agri sud-est du sud-est de la France. Ben oui. Voilà. On devait être dans la même filiale, mais pas au même moment. Et moi, ils m'ont embauché comme responsable informatique. Et petit à petit, comme je maîtrisais la gestion et que je récupérais les datas du système d'information, je restituais des reporting et donc du coup, je faisais un petit peu de contrôle de gestion. Et donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'étais responsable informatique en contrôle de gestion. Donc, j'ai mis en place des systèmes informatiques dans la grande distribution. Donc, le DI, tu vois, c'est les systèmes de communication entre les magasins et la plateforme pour s'assurer que les produits étaient bien alignés, les bases de données étaient bien alignées. Enfin bref, tout un tas de projets. Pricing, tous ces trucs-là. Voilà. Ouais. Effectivement, vérifier les pricing, vérifier les coûts de revient, mettre en place des logiciels de BI, machin, mais j'étais en responsable informatique, donc du coup, moi je faisais des petits trucs, des petites requêtes en local, je faisais des petits travails en local, mais globalement, je faisais aussi beaucoup appel à des prestataires et que moi je pilotais les budgets et j'améliorais les choses. Donc voilà, 7 ans, c'est quand même long. Ouais, c'est long, ouais. Surtout dans la grande distribution, t'es quand même mal payé. Ouais, puis Gamme Vert, ils sont pas vraiment généreux, quoi. Ouais, grande distribution, globalement, ils sont pas généreux. Ouais. Et puis oui, t'es payé au lance-pierre. Alors moi, par contre, j'étais hyper impliqué, j'adorais ce que je faisais et je me suis toujours éclaté dans tous mes jobs. Et puis j'avais un super boss, j'avais un manager qui était top. D'ailleurs, c'est ce manager-là qui m'a le premier mis sur une formation en développement personnel. Il m'a dit, Florent, il faut que tu fasses une formation en assertivité. Je lui dis, en quoi? Il me dit, en assertivité, c'est la capacité de communiquer aux autres en étant flexible dans ses propos. Tranquille. Parce que moi, j'étais un petit peu... Je me dis, faut faire ça, faites-le, pourquoi vous ne faites pas? Sauf qu'en fait, chez Gamme Vert, je ne sais pas si tu connaissais le modèle, mais notamment chez Agri Sud-Est, en fait, nos clients qui étaient les responsables des magasins
étaient en fait les actionnaires. Et donc moi je m'adressais à eux comme s'ils devaient faire le job, sauf qu'en fait moi mon patron me disait ça reste nos actionnaires, donc détends-toi Florent, quand tu leur dis qu'il faut faire ça, ça, ça et ça, t'es pas censé être leur patron, c'est plutôt eux qui sont censés être... Voilà, donc du coup voilà, donc c'est pour la petite anecdote. Bon bref, donc j'évolue mais pas suffisamment. Tous les gens, je fais chier mon manager pour avoir la plus grosse augmentation et il finit par me la donner, mais je suis jamais content. Elle me dit Florent, mais tu peux pas ne pas être content, regarde, t'as la plus grosse augmentation en pourcentage de la boîte. Et ça, en gros, à peu près tous les ans. Je lui dis ouais, mais moi les autres, j'en ai rien à faire. Moi, je regarde la valeur absolue, le net que je touche, ça me suffit pas. Donc, bon bref, il y avait toujours cette frustration-là, mais bon. Et puis, là, au bout d'un moment, je me dis je vais essayer d'aller ailleurs. Ouais. Voilà. Donc c'est toi de ton plein gré qui va chercher quelque chose d'autre. Ouais, donc, mais en mode salarié, c'est-à-dire je postule. T'avais pas encore cette démarche entrepreneuriale. Alors en fait, j'avais déjà monté des boîtes. C'est-à-dire, par exemple, quand j'avais quitté la première CSI, il y avait des gars qui me connaissaient, qui me disaient vas-y, fais mon site internet. Donc j'avais créé une boîte où en gros je faisais des sites internet à côté de mon job. Mais en gros, une fois que la première facture du RSI elle est tombée, j'ai fait non, on va fermer la boîte, on va s'arrêter là, parce que tu facturais un site, allez, on va dire 1 000 € à l'époque, tu croyais que tu étais le roi du pétrole, et puis à la fin, ils traitaient 100 balles. Ouais, même pas. Même pas, parce qu'en fait, ils prévoyaient un forfait minimum, le RSI, tu sais, sans que ça soit basé sur ton chiffre d'affaires. Donc le minimum à la fin. L'URSSAF, ils font pareil, hein. C'est un truc infernal en France. Bref, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça. À une autre époque aussi, je monte avec un pote un projet de e-commerce. Ah ouais. On tombe sur des sites, on kiffait les jeux écolos. Donc, on a 2 références qu'on achète. En gros, c'est les Play Maïs. Donc, c'est des trucs en maïs gonflés, colorés. Tu humidifies un petit peu et puis du coup, tu peux faire comme du Lego, quoi. Mais sauf que c'est avec des machins. Et puis, on avait eu le Paperpot. Le Paperpot, c'était par exemple la maison de poupées en carton. Et puis alors là, on avait une idée de génie. C'était que s'ils payaient 2 € de plus, les clients, ils avaient le droit à l'emballage. Ah. Ouais. Sauf qu'un jour, il y a un documentaire sur Paperpod qui passe sur Arte, je crois, ou France 5. Et là, du coup, en fait, je crois qu'on était les seuls en France à avoir cette référence-là. Et donc, du coup, on est en rupture de stock. Ils nous vident tous nos stocks de Paperpod. Donc, on nous dit pour l'instant, c'est là. Sauf que c'était Noël. Et donc, du coup, tout le monde nous demandait un emballage sur un package qui faisait 1 mètre sur 1 mètre. Avec 5 cm d'épaisseur. Donc autant te dire que l'emballage nous coûtait 5 € et que nous on avait surfacturé 2 € et je te compte pas le temps qu'on y passait et après la galère que c'était pour emmener à la poste. Donc on a globalement écoulé notre stock et le reste on l'a utilisé pour nos enfants. Mais c'était quand même un échec en termes de rentabilité et puis en termes de visibilité. En fait, on savait pas faire venir. C'est l'expérience. Parce que tu as fait du stock direct. Ouais, on a fait du stock. Bon, à l'époque, le dropshipping n'existait pas. Hein. Ah oui, il n'y avait pas le business model. Ouais, non, je me situe pas dans le temps. Là, non, mais là, on est très loin. Là, je te dis, là, on est, je sais pas, il y a 15 ans, 17 ans. 2005, quoi, 2008. Ouais. Non, 2005, 2006, un truc comme ça. 2005, 2006, donc ça fait presque 20 ans. 2006, ça fait 18 ans. Ouais, écoute. Le temps passe. Ouais, oui. Et donc voilà, donc effectivement quelques expériences entrepreneuriales à côté, mais en gros ça vivote à chaque fois, mais c'est pas. Mais tu prends de l'expérience. Ouais, en tout cas, j'ai de moins en moins le frein de me dire c'est dur de créer une entreprise, tu vois. Ouais. Après, il faut savoir si mon père était entrepreneur. Ok. Mon père était. T'as baigné dans ça. Ouais. Enfin, pas. Ouais. Mon père était déménageur pendant quasiment toute sa vie, et puis quand il a rencontré ma mère. Comme ma mère était serveuse, ils sont mis à reprendre des restaurants en gérance et ils ont tenu des restaurants. Voilà. Certains restaurants ont très bien marché, d'autres moins bien et au final ils ont fini très pauvres. Voilà. Voilà. Donc mais ce qui est bien, c'est que mon père en fait a connu des périodes de sa vie où il était extrêmement riche parce que le déménagement, parce que moi c'était vraiment une famille de déménageurs. C'est-à-dire mon grand-père faisait des déménagements avec des chevaux
devant. Ah oui, à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Et j'avais encore des photos où il y avait Fouque Déménagement avec sur des carrioles, tu vois. Et puis après, pendant la guerre, ils avaient transformé les moteurs pour qu'ils fonctionnent au charbon de bois. Enfin, c'était vraiment... voilà. Et voilà. Et moi, mon père, il voyait que j'étais un peu intellectuel. Il me dit, de toute façon, toi, tu finiras derrière un bureau. Enfin, c'était vraiment pour lui, c'était vraiment C'était le pire truc. C'était le pire truc, quoi. Alors que mon frère, il se plaisait bien au jeu. Donc, mon frère avait fait un CAP de déménageur. Donc, il était dans la lignée. Donc, lui, c'était un peu plus droit. Bon, bref, après, on a eu d'autres chemins différents. Mais voilà. Donc, j'avais quand même... mon père avait toujours... voilà. Moi, pour moi, c'est déjà à 20 ans, j'ai toujours dit, je serais patron, je ne vais pas finir salarié, quoi. Donc c'était quand même un objectif. Pour moi, c'était une nature. Enfin, je le savais. Voilà. Mais à ce moment-là de ta vie, tu étais en phase où tu continuais à chercher du salariat. Mais ouais, parce qu'en fait, parce qu'il fallait vivre, quoi, tu vois. Donc tout simplement. Et puis j'ai essayé, mais ça marchait pas, quoi. Donc ça marchait pas. Donc je cherche d'autres jobs. Et là, je me rends compte très vite qu'en fait, en France, tu es limité par ton diplôme, en fait. Parce que en fait, j'avais une expérience de 6-7 ans dans la grande distribution en tant que cadre, responsable informatique et contrôleur gestion. Donc, tu vois, c'est quand même une grosse expérience. En plus, dans une grosse enseigne comme Gamme Vert, avec des gros projets informatiques, dans l'informatique embarking, enfin, vraiment des trucs lourds. Ouais. J'avais une grosse expérience. Et là, un mur, personne ne veut m'embaucher parce qu'en fait, il y a d'ailleurs très très peu d'entretiens. Parce que déjà j'ai un diplôme BTS, donc pour eux ça leur convient pas. Parce que c'est de la merde à leurs yeux. Pour eux c'est un diplôme d'assistant, quoi. Tu vois, une petite assistante, tu vois, qui est payée au SMIC. En fait, ils valorisent pas du tout l'expérience. Ils valorisent pas du tout les projets que j'ai fait. D'ailleurs, c'est une des problématiques en France. On en reviendra peut-être. Et puis après, d'autres par exemple qui pouvaient être un peu plus ouverts, comme Ikea, eux c'était l'anglais, tu vois. Dès que j'étais en mode un peu blocage pour parler, voilà, c'était... Je maîtrisais pas l'anglais. Non, pas du tout. Ouais, d'accord. Non. Voilà. Donc je vois ça, je fais le constat que le diplôme, il est quand même très structurant en France pour avoir un job. Et là, donc je reprends mes cours en cours du soir. Donc là, je reprends mes cours à 28 ans, 27-28 ans, à distance, enfin le soir au début, donc le mardi soir, je me rappelle, le jeudi soir et le samedi matin. Je me rappelle, Satine était toute petite, on l'a laissée à la nounou le samedi matin, qui nous faisait ce gâteau de la garder le samedi matin, parce qu'Isa elle travaillait aussi. Et voilà, et je fais comme ça mon BTS, enfin pas mon BTS, mon bac plus 4, mon équivalent de maîtrise de gestion au CNAM. Et puis là du coup je refais les entretiens et en fait je me retrouve en fait avec l'équivalent en salaire. Je dis putain, j'ai pas fait tout ça pour avoir l'équivalent en salaire, quoi. Ah oui. Donc je me dis il faut faire encore plus. Donc je me dis je vais faire une école de commerce. Parce qu'apparemment sur toutes les annonces ils demandaient tous une école de commerce. Donc, ils le valorisent parce que ça fait beau sur le papier, ça va. Donc je pars à faire une école de commerce, sauf que donc j'avais une maîtrise. Donc je trouve un cursus qui est un niveau bac plus 6 à l'EM Lyon. Voilà, une belle école de commerce, voilà. Et je trouve un diplôme qui me correspond, que j'aime bien, c'est management de la technologie et de l'innovation. Donc tu vois, j'aime bien les nouvelles technologies, j'aime bien l'innovation, j'aime bien le côté créativité. Donc je me dis, voilà, je pourrais, dans ma fonction de contrôleur gestion, je pourrais apporter cette impulsion de créativité, d'amélioration des processus, plutôt que de rester dans un truc un peu trop gestionnaire, quoi. Mais pour faire ça, déjà il faut être retenu. Donc il m'annonce que je suis sur liste d'attente. J'ai fait what the fuck, liste d'attente. Et là je commence à les appeler genre une fois tous les 2 jours, quoi. Et là il commence à se dire le mec, on sent qu'il est motivé, quoi. Et là je me revois encore le jour où il m'annonce que je suis reçu. C'était Pampilope. Pourtant derrière ça, le diplôme me coûtait 12 000 €. C'était 6 mois de cours et 6 mois de stage. Et du coup pour vivre pendant ces 1 an là, il fallait aussi que j'emprunte pour vivre, tu vois, à côté, tu vois. Ouais. Donc je me rappelle, je fais un emprunt de 20 000 €, un prêt étudiant à l'époque, de 20 000 € pour financer ce bac plus 6 là. Voilà, donc, et à l'époque, je me rappelle, je me bats contre mon patron qui veut pas que je parte, parce que lui, il a trop besoin de moi. Et oui. Mais là, c'était vraiment une guerre, hein. Et c'est là que c'est là que tu vois en fait que les patrons considèrent que tu bosses pour eux, mais t'es à leur merci, tu vois. Esclave. Quasiment, je te jure. C'est-à-dire que moi, du coup, j'étais responsable informatique, donc j'ai fait un truc qui n'est pas très légal. C'était que je m'étais mis en copie de tous les mails qu'ils recevaient et qu'ils envoyaient. Ouais. Le grand boss de. Ouais. Voilà.
Et là, je voyais qu'il envoyait au service RH des mails lui disant qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher Florent de partir, il faut absolument pas qu'il parte. Et vraiment hallucinant, je te jure. Ah ouais. Et donc moi, je vais voir, je me rappelle à l'époque, j'ai été voir une avocate. Elle me dit alors, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais alors vous n'avez pas le droit d'avoir ces papiers-là. Donc on peut pas faire grand-chose. Et en fait, finalement, je les ai eus sur un vice de procédure, c'est qu'ils avaient 1 mois pour répondre à ma demande par courrier. Et ils m'ont pas répondu au bout d'1 mois. Donc du coup, j'ai été les voir. J'ai dit bon bah voilà, comme vous aviez 1 mois, vous n'avez pas répondu, donc c'est acté. C'est obligatoire. Voilà. Donc ils ont perdu sur un vice de procédure. Mais Oui, il doit avoir évolué. mais du coup, voilà, je suis parti et j'ai fait ce diplôme-là. Et là, je suis tombé sur un prof extraordinaire, le responsable qui d'ailleurs maintenant est à la retraite. Et là, il me fait découvrir 2 thématiques que j'adore. L'approche systémique, qui est vraiment, qui me permet moi d'avoir une nouvelle vision du monde. Enfin, je me passionne pour ça. Pour ceux qui ça intéresserait, il y a le Macroscope de Joël de René, qui est vraiment un premier livre d'initiation pour démarrer là-dedans. Et puis après, moi, là où je me suis éclaté, c'est en lisant la méthode de Edgar Morin, notamment le premier tome, La nature de la nature. Voilà. Donc des choses un peu robustes que j'ai mis 4-5 fois avant de passer les 30 premières pages parce que c'était du solide. Mais le truc tellement passionnant et vraiment découvrir une autre vision du monde, j'ai halluciné. Donc là, j'ai vraiment adoré ça. Ça, d'un point de vue conceptuel et personnel, voilà, en termes de perception, de stimulation intellectuelle. Et puis, je découvre une autre thématique qui est le Lean Six Sigma. Alors, le Lean Six Sigma, je découvre ça. Je crois qu'il y a une journée de cours sur les 6 mois. Et en gros, c'est améliorer les processus dans les entreprises avec de la créativité, réduire les coûts, réduire les délais, mais au service du client et avec la participation des salariés, tu vois, avec la créativité des salariés et tout. Donc un truc vraiment chouette. Et je dis voilà, c'est quand même assez proche du contrôle de gestion parce qu'il y a quand même de la gestion, il y a des stats dedans, il y a des mathématiques et en même temps il y a de la créativité. Je pense que j'ai m'éclaté là-dedans. Et donc du coup, je me dis voilà, je vais creuser ce sujet-là qui était inconnu en France. Et j'ouvre un blog, et donc là on est en 2009. J'ouvre un blog sur le sujet. Je me rappelle à l'époque, je faisais plein de fautes d'orthographe, c'était une horreur. J'ouvre un blog et j'apprends par moi-même et je partage ce que j'apprends. Et en gros, un jour, tu vois, je pars en vacances au Maroc et en gros, je fais un article sur mon blog, lean, pas lean. Donc sur mes vacances, qu'est-ce qui est lean, qu'est-ce qui ne l'est pas, à l'aéroport, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est mal fait, enfin tu vois. Donc j'amène une approche un petit peu pédagogique, un peu ludique à cette thématique-là. Après, je fais mon stage de fin d'études chez Black & Decker. Black & Decker m'envoie en Angleterre pour me faire former parce qu'ils ont un service spécial Lean Six Sigma en Angleterre. Je suis la formation en Angleterre, je comprends rien. Bon, déjà elle est en anglais, mais mais en fait pendant le M Lyon, je m'étais bouffé pas mal d'anglais parce que tu avais une épreuve d'anglais. Donc je regardais toutes les séries en anglais, sous-titrées en anglais, je lisais tous les bouquins en anglais, donc j'avais une très très bonne compréhension d'anglais. Okay. D'ailleurs, comme aujourd'hui, je parle très peu, mais j'ai une très bonne compréhension. Et donc j'avais bien compris, même si j'ai du mal à m'exprimer, j'avais bien compris, mais c'est juste que c'était trop complexe. Et tous les gars avec qui j'étais allé, parce que il y a des managers de Black & Decker, c'est non, on comprend rien, c'est impossible ce truc. C'était un merdier à assimiler. Ouais. Alors après, moi je suis en mode, j'y vais à fond, je creuse, je lis 7 bouquins sur le sujet. En gros, j'achète tous les bouquins de l'époque sur le sujet, en français, et je comprends rien. Je n'y comprends rien, je te jure. Et puis là, je suis amené à faire mon premier projet quand même chez Black & Decker en suivant la méthodologie. Donc on avait des PowerPoint qui étaient déjà préformatés et tout. J'applique, je trouve ça simple. Je dis mais c'est possible ça. Je veux dire, un truc qui est relativement simple à appliquer, qui est bien structuré, qui est bien foutu et tout, pourquoi on le présente de manière si complexe, tu vois? Et puis à l'époque, c'était quand même l'époque où aussi je lisais un livre par semaine de management ou développement personnel. Et du coup, j'avais lu le livre Le but de Goldratt, qui est quand même un truc très connu dans le management. Et le gars, pareil, une approche systémique pour améliorer les processus, et il avait présenté ça sous forme de roman. Je me dis, bah, c'est pas con. Donc j'ai dit, voilà, j'ai quand même une expérience dans la grande distribution, je sais faire des projets Lean Six Sigma, je connais la méthode, je vais écrire un roman d'initiation avec un héros qui sera un manager. Donc quelque chose de fictif finalement. Ouais, fictif, totalement fictif, mais dans un monde que je connais, la grande distribution. Et le héros du coup se retrouve en gros,
On lui propose ce projet-là. Donc, en gros, on le sort de son poste. Lui, il a l'impression qu'on le met au placard. On lui dit, bah écoute, voilà. Et en gros, on veut le mettre au placard parce qu'on ne croit pas trop à la réussite du projet. La boîte est en train de se casser la gueule. Tous nos clients partent les uns après les autres. Donc, du coup, bah, toi, ta mission, c'est de relever le bateau. Et si tu y arrives, bon, bah, c'est cool. Et voilà. Bon, bah, lui, il connaît rien. Et du coup, il croise un mentor. La mentor, d'accord, d'ailleurs, c'est une nana. Le coach à distance lui dit à peu près, lui cadre un petit peu ce qu'il faut qu'il fasse. Il fait le projet de A à Z, donc du coup, nous, on suit l'intégralité du projet dans sa structure, dans les outils qu'il applique et tout, comme ça, tout au long du livre. Et à la fin, il sauve l'entreprise. Et en plus, il sauve son couple parce qu'il utilise aussi la méthode dans son couple. Donc, j'ai aussi injecté un peu de développement personnel dedans. Et voilà. Et je sors ce bouquin-là sur mon blog, puisqu'à l'époque, j'avais mon blog, et je le sors en PDF. Voilà, en e-book, quoi. Voilà, en e-book, donc ça en en novembre 2009. Et là, j'en vends 200 en 2 mois. Mais en gros, je me fais l'équivalent de 2 salaires, enfin, je double mon salaire sur 2 mois, un truc qui pour moi était inespéré. Et puis je sors de nulle part, je suis un petit con qui sort de nulle part, qui écrit son livre, qui écrit un blog, qui fait des fautes d'orthographe à toutes les phrases, tu vois, enfin, le truc un peu dégagé. Je me dis, putain. Et qu'est-ce qui explique ce succès? En fait, c'était une thématique qui avait une tendance, mais qui était pas traitée en France et qui n'était pas traitée de manière ludique, qui n'était pas traitée de manière pédagogique. Donc, au bout de donc je me retrouve avec 6 000 euros et là, plutôt que de les dépenser à faire n'importe quoi, je me dis, allez, contacte des... Au début, je contacte des imprimeurs en France, ça me coûte 20 000 euros. Je voulais en faire en imprimer 1000, ça me coûte 20 000 euros. Je dis, putain, pas payer le bouquin, tu vois. Ouais, et par contre, je voulais un truc chouette, je voulais un truc en couleur, je voulais un truc avec un CD-ROM derrière, parce qu'il y avait tous les outils informatiques qui étaient réutilisables, tu vois. Tous les jeux de données et tout, pour que les gens puissent vraiment appliquer eux-mêmes la méthode avec le jeu de données du livre. Donc, c'était un truc qui était bien foutu. Et du coup, je demande un devis en Chine. Et là, ils me font un devis pour, je crois, 5 500 euros. Voilà. Je dis, bah allez, banco. Il m'envoie ce qu'il m'appelle un bon à tirer. Mais en fait, c'est des feuilles en papier glacé. Je me rappelle, je renvoie un mail. Je dis, mais qu'est-ce que je suis censé valider là? Parce que votre truc, il ressemble à rien. Il dit, vous inquiétez pas, ça sera bien. Je vous fais confiance. Voilà, c'était parti. Et 2 mois après, je reçois une palette de 1200 bouquins que je mets dans mon garage. Et donc, prête à vendre. Voilà. En parallèle, bah, du coup, je finis mes études. Et là, Black & Decker me propose ils ne pouvaient pas embaucher à cette époque-là parce qu'ils étaient en plan de licenciement et ils ne pouvaient pas embaucher en même temps qu'ils licencient. Oui. Et il me dit, bah, Florent, franchement, je crois que je leur avais rapporté 200 000 euros sur la mission que j'avais faite pendant 6 mois de stage, tu vois. Donc, autant te dire que j'avais été rentable sur les stages, tu vois. Et là, ils me disent, non, mais on va te proposer une mission de conseil, donc mets-toi indépendant, mets-toi consultant, et nous, de toute façon, on va te financer tes premières missions, quoi. Consultant dans ce truc-là. Ouais, dans le Lean Six Sigma. Et là, en fait, je flippe, tu vois, je me retrouve avec Satine, qui à l'époque avait 4 ans, l'empreinte 20 000 euros, et là, je fais, non, je fais, Parce que tu prends tous les risques. Ouais, parce que je me sens pas, tu vois, je suis encore trop addict du salariat avec ton salaire que tu touches tous les mois. La sécurité, ça arrive. La sécurité, ça arrive, et donc du coup, je me dis, putain, si la mission dure 6 mois et après au bout de 6 mois, ils ne renouvellent pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc là, non, je me sens pas chaud. Par contre, maintenant que j'ai le diplôme de l'EM Lyon, que j'ai une belle expérience, que j'ai écrit un livre sur Lean Six Sigma qui se vend, que j'ai un blog qui est consulté, que j'ai une mission déjà chez Black & Decker, bah, je me trouve à un poste dans un cabinet de conseil où eux, ils sont super contents de m'embaucher, tu vois. Ouais, bah oui. Parce que j'arrive avec une mission, déjà de 6 mois, 1 an. Après, le Lean Six Sigma, ils ne maîtrisent pas du tout et ils voient que ça commence à se développer en France. Donc pour eux, c'est tout bénef. Donc du coup, là, du jour au lendemain, je double mon salaire, tu vois. Donc quand je suis sorti chez Gambert et que je suis rentré dans ce cabinet de conseil, j'ai doublé mon salaire. Je fais, c'est bon, là, ça commence à payer, tu vois. Et puis pour faire un truc qui me plaisait bien. C'est quoi que tu appelles ça commence à payer? À l'époque, si tu veux, je suis passé de 1 500 euros, donc j'étais vraiment très mal payé avec en distribution, à 3 000 euros. Ah oui. Net. Ok, ouais. Mais à l'époque, il y a 15 ans en arrière,
3 000 €, c'était beaucoup. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était beaucoup. Bon, maintenant, je sais pas ce que je ferais avec, mais, C'est ça. mais à l'époque, c'était beaucoup. La perception des choses évolue. Ah ouais. Mais non, à l'époque, c'était beaucoup. Enfin, pour moi, c'était beaucoup. Et donc je parle un an, je fais ça, et en fait, et donc du coup, en parallèle de mon job, tous les jours, j'envoyais des bouquins. Donc, je passais par la poste, j'avais mes lettres. Le système d'acquisition, c'était comment pour tes bouquins? Les gens. Que le blog. Ouais, que le blog. Alors, que le blog. Et puis, comme mon livre avait eu un. En fait, c'est vraiment devenu un best-seller. Hein. Il y a Supply Chain Magazine qui l'a repéré. Ouais. Et notamment, j'ai participé au trophée de la Supply Chain où j'étais. Je me rappelle, j'étais présenté mon livre au. Le resto où ils font le prix Goncourt. Là. Voilà. Enfin, le Drouet, je crois que ça s'appelle un truc comme ça à Paris. Enfin, bref. Mais, et donc, du coup, j'ai participé au trophée de la Supply Chain. J'étais passé dans BFM Business. Parce que je leur avais proposé à BFM Business, vas-y, allez-y, faites une émission sur Lean Six Sigma, ça se développe, si vous voulez, moi je vous prépare tout. Donc j'avais trouvé un responsable dans une grosse boîte, parce qu'en fait je m'étais créé un petit réseau là-dessus. Et donc voilà, j'avais réussi à en faire parler, et puis j'avais un blog qui était quand même assez visité. Et donc t'es passé à la télé pour ça? Ah, je croyais que t'étais passé à la télé pour Alors non, BFM Business c'était à la radio. Ah, c'était à la radio. C'était à la radio. Ok, mais t'as bien fait la télé après? J'ai fait la télé après. Après, bon, voilà. Je crois que c'est une autre stratégie. Non, on est plus tard après. Ouais. Donc du coup, donc à chaque fois que Supply Chain Magazine faisait un petit article dans leur newsletter qui était quand même très très suivi, eh bien j'empochais 20-30 commandes dans la journée. Et puis à toutes les rentrées de septembre, en fait, tu avais plein de profs qui le préconisaient à leurs élèves en école d'ingénieur. Pour le lire et comprendre, avoir un premier aperçu de la méthode. Donc non, c'était vraiment devenu un livre de référence en fait. Et du coup, tu as continué à en faire imprimer après? Alors non, au bout des 1200 livres, après je l'ai mis en impression unique, enfin impression à la demande. Ah, impression à la demande. Impression à la demande, et voilà, et comme ça. Mais c'est marrant parce que tu vois, dans les 1200 bouquins, là l'autre jour j'en ai vu un, il était en vente à 400 € d'occasion. C'est un collector. Mais il est collector, c'est pour ça. T'en as gardé au moins chez toi en collector? Non, j'en ai même pas un seul. Non, j'ai des éditions d'après, mais j'ai plus le premier avec le CD-ROM et tout. Il est vraiment collector. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Et donc voilà, donc je fais ça pendant un an et demi, enfin un an. Et après, le gars, mon boss n'arrive pas à me retrouver d'émission dans Lean Six Sigma. Parce que ça s'essouffle? Non, parce qu'en fait, c'est pas leur thématique, eux, de prédilection. Okay. Et eux, ils faisaient surtout en fait, des intégrations d'ERP, ce qui était le plus horrible. Donc, un ERP, c'est un grand logiciel de gestion que tu intègres dans des grosses boîtes. Donc, en gros, c'est le pire. Enfin, c'était l'opposé de ce que moi, je voulais faire. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils sclérosaient les processus qui étaient déjà mal foutus dans des systèmes qui étaient hyper complexes, sur lesquels on pouvait plus bouger. Et donc, moi, j'étais là pour piloter des projets de ce truc-là. Et c'était juste horrible. Je me retrouve, du coup, en mission chez les sucres Candy. À Reims pour faire une intégration d'ERP et Isa est enceinte de notre petit deuxième de Sacha et du coup je me rappelle j'étais là-haut en mission alors qu'elle m'a dit là je perds les os et je vais être obligé d'aller à l'hôpital tout seul, je vais déposer elle était à Lyon à peu près. Elle était à Lyon, ouais. Et donc tu avais 3-4 heures de route, 4-5 heures large, ouais. Et là donc le matin ni une ni deux moi je pars. Je travaille, je m'en fous de prendre mon poste à l'heure, tu vois. Et là, pendant tout le long du trajet, je me rappellerai toute ma vie, je me suis dit, je vais rater l'essence de mon fils. Je vais rater l'essence de mon fils. Moi qui te connais bien en plus, je pense que ça doit être pire pour toi, ça doit être ça. J'ai tracé plein de balles. J'allonsissais juste quand il y avait des radars. Après, je reprenais 150, 160, 170. Je me rappelle à l'époque, j'avais l'alpha, mais bref, j'étais vraiment monté dans le compteur. Et j'arrive à temps. Mais vraiment, par contre, j'ai flippé, quoi. Pile poil? Ouais, genre 3/4 d'heure avant, quoi. Ouais, nickel, quoi. Donc bien. Mais par contre, une semaine après, je vire mon patron, quoi. Donc, prise de conscience. Ah ouais, grosse prise de conscience. Et là, je dis non, mais il y a aucun job et aucun salaire qui vaut ça. Aucun job, aucun salaire au niveau là, de risquer de rater la naissance de son fils. Rien. Ouais. Et là, du coup, donc je vire mon patron. Je vire mon patron, j'adore la phrase. Voilà, mais clairement, je lui dis non, mais ça a plus de sens, donc on arrête là. Et voilà. Et puis en fait, comme je vendais encore des livres,
En fait, je me suis dit, bon, le livre, je suis bloqué dans un prix à la con, mais si demain je fais des vidéos de formation, et puis là, on commençait à vendre des formations en ligne en France, donc voilà, si je sors un autre format et tout, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et donc je pense que ça va marcher, tu vois. Ouais, bah oui. Voilà. Et tu peux surtout avoir un levier de prix beaucoup plus haut. Ouais, Avec des formations. ouais, l'idée c'était de vendre une formation 200, 300, 400, 500 euros, tu vois, et du coup, voilà, comme j'étais à l'époque un salaire à 3000 euros, je me dis, voilà, j'en vends une petite dizaine par mois et je suis bien, tu vois. Voilà. À cette époque-là, je suis contacté par une boîte de conseil et de formation en présentiel à Paris qui faisait du Lean Six Sigma, qui était spécialisée et qui trouvait génial en fait ce que je faisais sur mon site internet. Ils se sont dit, vas-y, viens, on t'embauche. J'ai un viens mon patron, c'est pas pour rien avoir à nouveau, donc laissez-moi tranquille. Je dis, bon, bah, si tu veux pas qu'on t'embauche, on peut peut-être s'associer. Et là, en fait, je lui dis, tiens, ça peut être, tu vois, toujours avec cette peur de... Ouais, de vraiment tout lâcher. Ouais, toujours avec cette peur, je me dis, bon, eux, ils ont déjà un business qui tourne, et puis si au bout d'un moment, tu vois, je m'essouffle en termes de création de contenu, bah eux, tu vois, ils ont des consultants, ils ont des formations en présentiel, donc ils pourront prendre le relais un petit peu sur la création de contenu, et moi, je continuerai à faire du marketing tranquillement de chez moi. Ouais. C'était un peu le projet que j'avais en tête, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Par contre, à l'époque, je fais un très mauvais deal. C'est qu'ils me disent, on est 3, on fait 33, 33, 33. Donc, je me retrouve avec 35% départ sur une boîte où, en fait, je suis tout le seul à la C'est toi qui gères tout. C'est moi qui gère tout. Et voilà. Donc, je lance ça. La première année, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et vraiment, je me démène, mais comme jamais. Ouais. Et, travaille 7 sur 7. Ouais, je travaille 7 sur 7. Le matin, c'est de 7h à 20h, 21h. Enfin, vraiment, je compte pas mes jours, je compte pas mes heures. Et c'est vraiment un... De toute façon, le démarrage, c'est l'inertie du business. Enfin, l'inertie... et quand tu es dedans, je me rappelle, j'avais pris un coach pendant le juillet-août parce que j'arrivais pas à créer du contenu et il fallait absolument que je crée du contenu gratuit parce que donc du coup j'avais fait un challenge pour créer 180 publications pour avoir 6 mois d'avance, que je voulais faire une publication par jour pour vraiment lancer la machine et que après en fait j'ai le temps, justement comme tout était programmé, de créer du contenu payant et de monétiser le site, quoi. Et donc j'étais vraiment en mode machine de guerre, quoi. Donc ça marche bien, enfin ça marche bien. Voilà, on a fait quand même 100 000 euros pour une première année, c'est quand même pas mal. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me rends compte que déjà, les associés ne prennent pas le relais sur la création de contenu. Deux, en fait, on se retrouve en fait avec deux typologies de clients, soit des étudiants qui n'ont pas d'argent, qui sont très intéressés mais qui n'ont pas d'argent, soit des consultants qui eux savent qu'effectivement c'est intéressant pour eux parce qu'ils vont pouvoir l'appliquer et le rentabiliser chez leurs clients, mais qui sont très très faibles en termes de volume, tu vois. Enfin, ouais, c'est une niche, micro-niche où il n'y a pas assez de volume, quoi, tout simplement. Et la troisième typologie de clients qui pourrait nous intéresser parce qu'il y a du volume, c'est les managers, mettez en France, et en France, les Français n'investissent pas sur eux-mêmes, ils considèrent que c'est à l'entreprise de payer et que c'est pas eux. Donc ça, c'est resté. Hein. Ouais, donc les gens ne veulent pas investir sur eux-mêmes, donc du coup, on se retrouve en fait avec très très peu de ventes. On sent une dynamique qui est là, des prospects qui sont là. Tu vois, on avait une base de 20 000 prospects sur une thématique aussi nichée. Ouais. C'était quand même beaucoup. Et finalement, on se retrouve en fait avec des grosses entreprises, notamment qui étaient clientes chez mes associés, où c'est là du coup qu'ils ont rapporté leur valeur. C'est en fait, ils nous disent, tu vois, genre EDF, SNCF, Lafarge, je me dis, ce que vous faites vous, sur Internet, c'est génial, c'est ludique, les gens ils aiment ça. Venez le faire, nous, dans notre intranet, parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire vivre notre programme Lean Six Sigma ou Excellence opérationnelle. Donc, venez faire vivre ça auprès de nos employés avec vos outils, quoi. Avec votre pédagogie, avec le côté ludique. Et du coup, en fait, la formation que j'avais préparée, que j'avais vendue 500 euros sur Internet, en fait, j'ai vendu 50 000 euros à EDF. Et la seule chose que j'ai faite, c'est changer le logo de démarrage de la vidéo et le logo de fin, de repasser excellenceopérationnelle.tv par le logo d'EDF, et c'était fait, quoi. Et j'ai fait, mais ouais, c'est quand même un beau business, tu vois. Ouais, c'est vous. Mais c'est un beau business, mais c'est pas le même business. Parce qu'après, tu avais une récurrence en termes de timing chez eux ou juste tu leur donnais la formation et c'était fini? Alors, il y avait ce type de formation-là où en gros c'était vendu en one-shot. Et puis effectivement, après, on vendait de l'abonnement où en fait, on leur vendait des fiches outils, où on vendait une ligne éditoriale, on vendait une animation de communauté en interne. D'accord. Donc, il y avait un petit peu les deux choses, quoi. Donc, il y avait quand même du taf derrière en recurring. Ouais, il y avait quand même du taf en récurrent, mais c'était pas le plus gros du business. Okay. Le plus gros du business, c'était aller filmer des projets dans les entreprises,
dans les agences pour derrière faire des films, les diffuser et montrer, regardez, à tel endroit ils ont fait ça, ce projet-là, regardez, c'est les employés qui en parlent eux-mêmes, donc faites ça. Limite documentaire, quoi. Ouais, ça, documentaire, même des fois des films d'animation sur des projets. Je me rappelle, on avait fait un projet pour SNCF. On s'était attaqué à la plus grosse problématique des TGV à la SNCF, qui est d'après toi... Ils sont en retard. Bah pas du tout. Eh ben en non. fait, ils sont très très bons. Ah bon après la perception C'est un qu'on en mythe. a, c'est différent. Ouais, c'est un mythe peut-être, mais... Non, mais ils sont vraiment plutôt bons par rapport à ça. Mais la plus grosse problématique des TGV, tu le sauras, c'est la propreté des toilettes. Ah oui. Parce que sur Ok. un trajet de 2 heures, t'as moult gens qui y vont et pour qu'à chaque fois, chaque personne se dise « Ah, c'est nickel », bah, il faut quand même que Faut qu'il y ait du monde, ouais. il faut qu'il y ait du nettoyage régulier. Et donc, la propreté des toilettes était le plus gros enjeu business de l'époque pour la SNCF pour protéger. Donc, on a fait un film d'animation là-dessus qui était très drôle et ludique et qui avait montré en fait tout ce qu'ils avaient mis en place pour justement améliorer la propreté des toilettes. Et ça allait jusqu'à choisir le bon papier. C'était quand même pas neutre. Ah ouais, C'était fin dans c'est l'amélioration. Mais le bon papier d'un point de vue économique ou d'un point de vue confort pour... Justement, tu vois les deux. Et puis il fallait aussi que tu as des problématiques d'évacuation parce que tu es dans un TGV. Donc, bref. Ouais. Donc, je vais passer les détails, mais voilà. Juste pour dire un petit peu ce qu'on faisait. Et on faisait également des kakimonos, donc des infographies pour expliquer les méthodologies en différentes étapes, sous forme visuelle, sympa à lire. Bref, voilà, on faisait ça. Mon problème à moi, c'est que déjà, ça faisait 4-5 ans que je faisais ça. Donc j'avais peut-être un petit peu fait le tour du sujet sur une cinéma. Et puis en fait, moi, je me voyais bien bosser de chez moi. Tu vois, c'est à l'époque où le blogging commençait à exploser, qu'on commençait à vendre des formations, qu'il y avait déjà des gars qui commençaient à faire des 5-6 chiffres en termes de résultats. Ouais. Donc je disais, enfin, moi, je suis là, je galère. Tu vois, sur Internet, c'est pas ça, quoi. Et en fait, je me retrouvais là, dans un business B2B, à négocier des budgets dans des grosses boîtes, à être pris des fois dans des enjeux politiques, où là, les gars, ils disaient « Non, on va faire appel à vous, parce que comme ça, on va se différencier de ce qui se faisait avant. » Ou au contraire, comme vous étiez, vous, dans la continuité de ce qui se faisait avant, bah, nous, on veut faire quand même autrement, donc on va vous virer, parce qu'on est obligé de quand même virer les prestataires pour montrer qu'on est différent. Ouais. Enfin, tu vois, des trucs qui puent, quoi. Ouais, de la politique, quoi. Des trucs de politique, de grosses boîtes que j'avais déjà pu constater dans la grande distribution, mais auquel justement ça m'intéressait plus du tout de participer, quoi. Donc là, j'ai une vraie prise de conscience en disant bon, j'ai quand même une belle boîte qui fonctionne bien, je suis bien payé, encore mieux encore que quand j'étais salarié, mais là, je suis face à un boulot en fait qui me plaît plus. Ouais. Et donc voilà, donc moi je continue à me former un petit peu sur le dev perso et je dois passer des formations sur l'investissement immobilier. À l'époque, je peux citer Olivier Seban, qu'est-ce que c'était ultra connu, bien sûr. C'était le seul de l'époque qui proposait des formations généralistes, mais qui permettaient, tu vois, au moins d'avoir un aperçu à quoi ça ressemble en fait à un investissement immobilier. Donc, je suis la formation d'Olivier, je me forme et puis, allez, je me lance. Et j'habitais à côté de Lyon et la ville la plus rentable à côté de Lyon, c'était Saint-Étienne. Et je commence à acheter un appartement et moi, du coup, je me mets sur la stratégie de la colocation qui était assez peu utilisée à l'époque, mais voire même très peu. Ouais. Et j'achète un premier appartement. En gros, je paye 550 € de crédit sur 20 ans et j'empoche 1250 € de loyer. Ce qui fait 700 € de cash flow positif, en plus du remboursement du crédit. Je me dis, c'est pas mal. Ça peut être un levier pour en racheter d'autres. Donc la deuxième année, je fais la même chose, sauf que j'en achète 4 d'un coup. Et là, du coup, je me retrouve avec les 3000 € de cash flow qui me permettaient de couvrir en fait mes dépenses, qui n'étaient pas l'équivalent du salaire que je me faisais à l'époque, mais qui couvraient mes dépenses. Ouais. Et du coup, comme ça couvre mes dépenses, je vais voir mes associés de l'époque et je leur dis, écoutez, moi, ça ne m'intéresse plus, j'ai fait le tour du sujet. Vous, ça fait partie de votre thématique, votre développement de votre business, c'est stratégique pour vous. Récupérez l'activité. Moi, je récupère la société parce que c'est bien une coquille vide, mais on s'en fout parce que si tu leur as donné gratuitement l'activité. Je leur ai donné gratuitement l'activité. Il y a 66% d'épargne, donc autant te dire que j'aurais pas récupéré grand-chose de toute façon. Mais donc et puis pour moi l'enjeu il n'était pas là. L'enjeu il était qu'on s'arrête et puis qu'on se quitte bons amis parce qu'on vraiment s'entendait très très bien et que le sujet c'était pas eux, le sujet c'était pas notre relation, vraiment le sujet c'était moi qui était plus aligné avec ce que je faisais. Tu voulais bouger quoi. Ouais. Je voulais bouger.
Et donc du coup, je leur dis récupère l'activité. Moi, je gère la boîte parce qu'avec la boîte, avec l'historique de la boîte, je pourrais continuer à investir dans l'immobilier. Tu investissais via la boîte? Non, mais quand tu es entrepreneur, la banque regarde beaucoup ta boîte. Ah oui, pour tes revenus, pour tes revenus, 4-5 ans, ouais, c'est bah, ça, pour la stabilité de ta boîte, pour l'évolution de ton ouais. chiffre d'affaires. C'est vrai. Donc tu vois, pour ça, j'avais encore besoin de faire quelques coups de fusil pour vraiment en manger. Et puis, donc voilà, et là, je repars de zéro. Et là, on doit être en 2015-2016, je pense. Là, c'est l'explosion des formations en ligne. Ouais, là, c'est l'explosion. C'est là où il fallait se placer. Voilà, donc 2016. À l'époque, donc du coup, je sais vendre des formations en ligne. Bon, sauf que j'avais pas le bon produit, j'avais pas le bon marché. Je sais investir dans l'immobilier spécifique à la colocation. Et à l'époque, il n'y avait que des formations génériques, il n'y avait pas de formation spécifique dans la colocation. Je me dis, allez, tu repars de zéro. Tu fais du contenu. Voilà. Ah non, moi jamais. T'as fait sans contenu? Ah, moi j'ai jamais créé de contenu gratuit. Moi à chaque fois. Gratuit. T'as créé ton contenu. J'ai créé ma formation. T'as fait une structure de formation. J'ai créé ma formation. Par contre, j'ai toujours fait de la formation. C'est-à-dire, j'ai toujours été formateur dans toutes les boîtes que j'ai fait, même la SS2I, je faisais des formations pour Cégide. Derrière, chez Gamme Vert, je faisais des formations pour former les utilisateurs. En conseil, j'ai toujours fait des formations. Toujours. Ouais. Donc du coup, j'avais vraiment une approche pédagogique pour le coup, tu vois. Ouais. Ce qui est quand même et puis ce qui est un peu différenciant aujourd'hui sur Internet. Après, je sais bien, il y a beaucoup de gens qui partagent leur expérience et c'est très bien. Il y en a qui ont une âme pédagogique naturelle, d'autres un peu moins. Mais on ciblera personne. On ciblera personne. Mais voilà, donc du coup, j'avais quand même cette approche pédagogique. Et puis, moi, je faisais des outils pédagogiques. Enfin, c'était mon travail, tu vois, pour les grosses boîtes. Donc, de faire justement quelque chose de pédagogique, de développer exprès, de ludique et de faire en sorte que ça soit derrière appliqué. Donc, je crée effectivement ma formation. Mais là où je te disais, je ne fais pas créer de contenu, c'est que moi, j'ai jamais créé de contenu gratuit ou très très peu, quoi. Parce que c'était pas ta stratégie ou parce que tu ne voulais pas? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai bien vu ce que ça me prenait en termes d'énergie quand j'avais créé mon blog excellenceopérationnelle.tv et que je voulais plus faire ça. Ouais. Je voulais plus être esclave de la création de contenu, d'être tous les jours à créer du contenu. Même d'ailleurs, à la fin, sur excellenceopérationnelle.tv, je payais des auteurs pour écrire des articles à ma place parce que ça me saoulait en fait. Donc, ça te prenait tout ton temps? Ouais, et puis j'aime faire ça quand c'est une impulsion de ma part et quand j'ai envie d'y aller. Tu vois, quand je vais écrire un livre, tu vois, j'ai une fulgurance sur des jours, j'écris un livre et puis c'est terminé. Mais quand ça doit être une nécessité, ça me casse les couilles. Donc je le fais. Ce qui te casse les couilles, c'est l'obligation de. Ouais, c'est ça. C'est d'être pris en fait dans un schéma. C'est pas moi qui décide. Non, je veux rester vraiment libre. Donc voilà. Donc je lance. Et en fait, quand même, dans les 5-6 premières années, tu vois, je me ai créé un réseau de partenaires. C'est moi qui ai lancé par exemple, la mode des masterminds. Il faut savoir que le tout premier mastermind, en fait, quand je faisais encore excellenceopérationnelle.tv, j'avais une idée de formation sur le marketing. Et donc, du coup, j'ai fourni une première formation sur le marketing. Et à l'époque, ça s'appelait la stratégie à 30K €. Et c'était une stratégie qui était toute nouvelle et qui a cartonné. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est une stratégie avec des fiches outils. Je vendais ça 7 € pour les 1000 premiers. Les 1000 suivants, c'était 17 €. Oui. Et en fait, tous les 1000 clients, j'augmentais de 10 €. Et c'était une formation qui était très originale à l'époque et pour un prix dérisoire. Et j'avais mis en place une affiliation à 100%. Et je ne touchais même pas l'argent. C'était dans le lien, en fait, il y avait le lien, l'adresse par PayPal du partenaire. Ce qui fait que ça tombait directement sur son compte PayPal. Et c'était 100% transparent. Mais du coup, alors là, il faut qu'on fasse une toute petite pause. Ouais. L'affiliation 100%, les gens ils vont pas comprendre. Ah, ok. C'est quoi le but? Parce que une affiliation, c'est juste le fait de vendre la formation de quelqu'un d'autre et de pouvoir prendre un pourcentage de ça. Ouais. Ça, c'est la définition. Maintenant, la plupart du temps, moi par exemple, je vends un outil ou X chose, je vais dire, si tu vends mon outil, toi parce que tu as une communauté, je te file 30%, 40%, 50%, peu importe, on s'arrange. Mais 100%, ça veut dire que moi, si je donne mon outil à quelqu'un qui prend 100%, je gagne 0. Ouais. Donc, je connais moi la stratégie, mais j'aimerais que tu puisses l'expliquer. Parce que c'est rare aujourd'hui. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais comme je connaissais le gars, je lui ai envoyé un mail en lui disant, mais comment tu gagnes ton argent? Parce que du coup, tu reverses tout. Et en fait, c'est génial. Parce qu'en fait, moi, au bout d'un mois et demi, j'avais vendu 1500 formations à 7, 17, 27 €. Je m'en foutais. Moins cher c'était, mais c'était pour moi parce que j'avais plus de clients. Et en fait, tu te retrouves avec une base de clients. Pas de prospects, une base de clients. C'est pas la même chose. Hein. Les gens parce que ils ont sorti la CB pour te payer. Et en plus, derrière, tu leur as délivré une valeur où ils ont halluciné parce que par rapport au prix où tu as payé. Et donc, moi, en un mois et demi, je m'étais récupéré une base de 1500 clients hyper qualifiés.
Et bien sûr, derrière, j'avais prévu des upsells. Et sur les upsells, par contre, le partenaire, il touchait à rien. Ou si vous les touchez, il fallait qu'il recommunique dessus. Mais là, c'était plus 100%. Là. Voilà. Donc, en fait, j'avais un premier produit qui était celui-ci. Stratégie à 30K, qui avait cartonné à l'époque. Ensuite, stratégie à 100K, qui était vendu 500 €. Et ensuite, donc ça, j'ai vendu ça 2 mois plus tard. Ouais. Et ensuite, encore 3 mois plus tard, j'ai sorti la formation Expert Marketing, que j'ai vendu 1 500 €. Donc là, en coaching accompagnement ou juste en vidéo? Formation vidéo, mais par contre, il y avait beaucoup de contenu, il y avait les super lancements, il y avait beaucoup de choses pour l'époque, quoi. Enfin, il y avait toutes les grandes stratégies Et toujours en travail organique, via tes réseaux, affiliation, tout ça. Toujours en affiliation. Et là, tu vois, du coup, j'ai fait, il me semble, de mémoire, 50 000 € sur ce 3e lancement. En l'espace de 5 mois. Je suis parti de zéro, inconnu sur une thématique du web marketing. Où à l'époque, tu avais le Sébastien, le marketeur français, tu avais Olivier Roland, tu avais David J. Enfin, tu vois, tu avais toutes les grandes pompes de l'époque sur la partie web marketing. Moi, j'étais totalement inconnu. Et là, je fais mon trou en l'espace de quelques semaines jusqu'à faire un lancement de 50 000 € au bout de 5 mois. Dans ça aussi, on peut expliquer la différence, puisqu'il y a différentes stratégies. Tu parles de lancement, alors tu as fait une stratégie avec des affiliés, puis une stratégie de lancement, c'est vraiment, tu mets le produit à disposition qu'à un certain moment et après, ça ferme les portes. Pendant une semaine. Voilà. Pendant une semaine, tu présentes 3 vidéos où en gros, tu présentes la stratégie, les résultats que tu peux obtenir. Ouais. Donc là, c'est la promesse. Et après, pendant une semaine, les gens peuvent s'inscrire pour justement appliquer la stratégie que tu as proposée. Du coup, zéro evergreen, c'est-à-dire que ton produit après n'était plus disponible. Tu n'avais pas pendant 2-3 mois la possibilité de l'acheter même à plus cher. Non, moi, j'ai jamais su faire l'evergreen. Okay. Et là où je voulais en venir, parce que là, on avait une parenthèse sur la stratégie, sur l'affiliation à 100%, mais c'est que comme j'avais connu pas mal de partenaires avec cette stratégie-là, et j'avais quelques potes, je leur ai dit, écoutez les gars, je vous invite à Marrakech. Donc en gros, j'ai invité une dizaine de potes à Marrakech. Et je leur ai dit, si vous avez 2-3 potes qui sont dans le business, venez, je vous invite. Donc je vous paye, je crois que je payais le billet jusqu'à 100 €. Donc si vous voulez prendre un billet plus cher, c'était à leurs frais. Mais en gros, je payais 100 € de billets. Je payais tout sur place pendant 4 jours. Les excursions, massages. On était dans un petit, je sais plus comment ça s'appelle là-bas, un petit riad, un truc vraiment sympa entre nous. Et à l'époque, tu avais Olivier Seban, tu avais David Laroche, tu avais. Comment il s'appelle, Michel, le Québécois là. Enfin bref, à l'époque, Mais ils étaient déjà des poids. Mais pas le triptyque Sébastien Knight, Olivier Roland, David J. Eux, ils étaient à part. Ouais. Il y avait eux et le reste du monde. Mais il pesait déjà David Laroche à cette époque-là ou pas encore? Non, pas du tout. Pas encore. C'est après qu'il a explosé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais pas si tu regarderas la vidéo, je pense pas, mais peut-être qu'il fera un message. Pendant tout le séjour, il a eu la tourista et il est resté bloqué dans sa chambre. On l'a pas vu de tout le séjour. Il n'a pas supporté la nourriture locale. C'est ça. Et je me rappelle, donc du coup, j'avais profité de ça. Donc du coup, je leur avais dit, moi, la seule chose que je vous demande, c'est une demi-journée d'attention pour vous présenter mon lancement. Vous ferez ce que vous en avez derrière. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas de deal genre en mode, je vous présente et vous mettez en avant d'une manière ou d'une autre. Non, c'était juste, je vous présente et on verra. Je vous invite, venez. Moi, je vous demande juste sur les 4 jours, il y aura une demi-journée qui sera bloquée. C'est psychologique, ça, que les gens ne connaissent pas. C'est le sentiment de réciprocité. Ouais. Et donc, du coup, il y a un besoin de réciprocité qui est énorme. Et parce qu'en plus, on s'est amusé. Donc, tous les soirs, il y avait bouffe à volonté, alcool à volonté. On s'est vraiment marré. Et puis, c'était à une époque où on était vraiment entre potes. Enfin, maintenant, ça s'est vraiment développé. Donc, il y a une espèce de compétition qui s'est mise en place et puis qui est normal, qui suit avec l'évolution du business. Mais moi, qui me correspond moins. C'est pour ça aussi que je me suis un peu retiré du marché. Mais à l'époque, c'était vraiment sympa, quoi. On était vraiment entre nous. C'était une grande famille et c'était vraiment chaleureux. Donc, vraiment, on s'amusait bien. Et puis, donc, du coup, j'en avais aussi profité pour enregistrer une interview avec chacun. Parce qu'en fait, chacun, du coup, pour leur demander comment ils faisaient eux pour vendre sur Internet. Et du coup, moi, ça faisait un méga bonus pour ma formation, en fait, Expert Marketing. En disant, voilà, 10 études de cas, à 6 chiffres, machin, qui étaient... Sur des mecs qui pèsent ou qui vont buzzer, vraiment qui ont un nom. Et puis, du coup, la demi-journée, je leur présente le fonctionnement du lancement, sans leur dire qu'ils sont obligés, sans leur dire quoi que ce soit. Je dis, voilà, je prépare un lancement de ma prochaine formation qui s'appellera Expert Marketing. On va rentrer dans le détail de toutes les grandes stratégies de vente en ligne. Et donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour être le partenaire. Et forcément, besoin de réciprocité, il y en a 80-90% qui ont participé. Et c'est ce qui a fait que ce lancement a fait 50K à l'époque. Donc voilà, donc j'avais déjà en fait un noyau de partenaires
que je connaissais. Et puis moi, je participais à tous les Web2 Connect, enfin tous les events de ce type-là. Tu étais très connecté humainement parlant. Ouais. Tu avais tout le temps un gros réseau. Voilà. Et puis quand moi j'ai fait ça, et donc pour ça que j'ai fait ça, et puis aussi ce que je faisais, c'est que tous les mois, donc ce que j'avais reproduit ici, Web in Mauritius à Maurice, je le faisais déjà à Lyon. Où en fait, tous les mois, on se rencontrait et la première session que j'avais faite, j'ai invité les gens chez moi à faire un barbecue et j'avais présenté comment j'avais fait les 100 000 premiers euros sur mon business, quoi. T'as toujours été dans le partage, quoi, avec Ouais. les gens pour essayer de connecter les gens, etc. Ouais, partage, connexion, et puis parce qu'en fait l'idée c'était de faire de la veille et puis que ça soit naturel, tu vois, que ça soit sympa aussi de faire de la veille. Ton idée, c'est pas uniquement de faire de la veille, c'est aussi de partager de la valeur. Parce que, bon, ici, on partage énormément de valeur le plus possible. Mais ça, tu vois, le partage de la valeur, c'était vraiment en termes d'exemplarité. Je me suis dit, si dès la première rencontre, je fais un truc hyper high level, quand derrière on va aller chez les autres et qu'ils vont présenter leur business, ils vont se sentir obligés de faire un truc high level. Ouais. Et en fait, c'est toujours fonctionné comme ça. Si tu fais un truc, on aura des pâquerettes avec les gens et puis tu papotes comme ça, bon, bah, ça va pas aller très loin. Mais moi, tu vois, pour ça aussi, régulièrement, je fais moi-même les présentations sur la vie de Mauritius pour toujours rappeler en fait le niveau d'exigence qui est demandé, tu vois. Ouais. Et donc, non, c'était plus en termes d'exemplarité, mais effectivement, tu as toujours le plaisir du partage. Donc voilà, donc j'avais un réseau de partenaires et donc ce réseau de partenaires me suit sur le lancement du collectionneur. Collectionneur, ta formation dans l'immobilier. Ouais, ma formation du coup, dans l'investissement immobilier spécifique dans la colocation. Et là, effectivement, je fais, je crois, la première année, je dois faire 75 000 euros de chiffre d'affaires. Vu que je redémarrais tout seul, bah, c'est plutôt pas mal. Ouais, deuxième année, je fais 250 000. Sans pub, hein, du coup, on précise. Donc, il y a sans moins pub. de frais, il y a une marge monumentale, du coup. Il y a zéro pub. Et le peu de fois où j'ai fait de la pub, j'en ai pas fait beaucoup. D'accord. J'ai pas été ultra rentable. J'ai été rentable, mais pas ultra rentable. Ouais. Donc voilà. Donc 75, 250, 450, 750, 950. Je crois qu'on a plafonné à 990 une fois. Après, on a fait 1 50 000. Et puis après, il y a eu le. En combien tu fais 3-6 mois? Une fois par an. Une fois par an? Une fois par an. Et tous les ans, j'augmentais le prix. Ah ouais. Et la première version était à 500 €. La dernière version était à 3500 €. Ça te démangeait pas d'en faire une deuxième? Non. Jamais. Genre, Non. parce que t'as un lancement, toi, tu fais 500 000, tu te dis, enfin, un petit deuxième, là, bien placé au bon endroit dans la saison. Non, parce qu'en fait, ça. En fait, moi, je comptais beaucoup sur le versionning. Donc, c'était la V1, la V2, la V3. Les gens savaient que c'était une fois par an. Ouais. Les gens savaient que. Tu avais donné un rendez-vous. Ouais, et les gens savaient que le prix allait augmenter. C'était toujours à la même période. Urgence. Et donc, en fait, ils voyaient bien que dans le temps, c'était stable, tu vois, ce truc-là. Le prix augmentait tous les ans, c'était à la même période, c'était qu'une fois par an. Il n'y avait jamais d'intransigeance en fait dans tous ces éléments-là. Ce qui est intéressant là, c'est que justement, nous, bah, tu sais qu'on a une agence où on fait e-commerce, on a plein de trucs dans le marketing. Et il y en a plein qui créent de l'urgence bullshit ou qui créent des prix bullshit ou ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que là, comme tu dis, c'était comme ça et point barre. T'as raté ton occasion, c'est terminé. Et alors la première année, les gens ne le savent pas. Ouais. Mais dès la deuxième année, ils se disent, oh merde, c'était vrai. Et là, après, forcément, bah, tu crées une urgence dingue et tu crées une hype, ce qui fait que bah, tu as forcément plus de personnes qui... Et puis, je faisais pas de réouverture. Alors après, au fil du temps, j'ai un peu affiné le sujet parce qu'en fait, plus tu vas augmenter la scarcity, mieux ça va vendre. Ouais. Donc en fait, je faisais une première fermeture. Après, je faisais une prolongation. Et après, je faisais une période d'essai. Donc en gros, ça me faisait 3 fermetures au lieu d'une, quoi. Ok, ouais. Donc ça durait pas qu'une semaine alors, Alors, quand tu étais comme ça? ouais, bah oui, effectivement, ça plongeait à 15 jours. 15 Parce qu'en fait, à la fin, il y avait une. Enfin, ça reste quand même une fenêtre sur une non, année. ça fait une fenêtre de tir qui est très très courte. Ouais. Et donc ça, c'est ton gros succès d'un point de vue entrepreneurial. Ouais, bah, quand aujourd'hui. tu as fait un lancement à 7 chiffres, c'est sûr que. Ouais. C'est un peu le Graal, quoi, à un moment donné, quoi. Donc là, tu as généré plusieurs millions avec ça. Surtout sur un marché français, tu vois. Autant aux États-Unis, ils peuvent peut-être viser les 8 chiffres. Et pas Quand en France, à 7 chiffres, t'es déjà bien. Ouais, t'es déjà Surtout pas mal. sur une semaine ou 10 jours de vente, tu vois. Et du coup, là, tu te retrouves avec un niveau de vie complètement différent, parce Oui. que beaucoup plus de caillasses, machin, tout ça. Est-ce que ça te monte à la tête? Est-ce que tu changes tes habitudes? Est-ce que tu changes certaines façons de faire? Est-ce que tu crames? Je sais pas, il peut t'arriver de perdre un peu les pédales quand tu... Non, alors, je perds pas les pédales, mais par contre, je suis de nature très généreuse. Et je l'ai toujours été. Et même quand j'avais pas de sous, je régalais, mais je régalais différemment. Mais j'ai toujours régalé, j'ai toujours beaucoup invité chez moi. Et là, effectivement, par exemple, quand je me rappelle, quand j'ai filmé 39 ans, c'était langouste à volonté.
C'était ici, ça. Ouais, c'était champagne rosé à volonté, c'était des magnums de champagne. Donc là, ouais, clairement, j'ai cramé du cash. Quand j'ai fait mes 40 ans, j'ai loué une plateforme de 400 mètres carrés sur l'océan où il y avait 40 personnes, c'était tout à volonté et tout. Ouais, là, j'ai cramé du cash. Ouais. Donc clairement, on allait régulièrement en resort, on se faisait plaisir. Ouais, j'ai cramé du cash, mais parce que c'est dans ma nature en fait. C'est ma nature, c'est de me faire plaisir. Un partage. T'as pas cramé du cash dans des conneries. Non, tu vois, par exemple, je suis pas voiture, par exemple. Ouais, voiture, je t'en fous. Non, j'ai un pick-up, mais voilà, j'ai le même. Et puis quand j'allais en France pendant 10 ans, j'ai eu la même voiture. Et ce pick-up là, peut-être que dans 5 ans, j'en aurai encore. La seule voiture neuve, tu vois, que j'ai achetée, c'est la voiture neuve que j'ai achetée pour les 40 ans de ma femme. Et moi, c'est une voiture d'occasion que je me suis achetée, tu vois. Donc non, c'est plus j'aime bien faire plaisir, j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien faire la fête. Et effectivement, par contre, j'aime bien le resto. Ouais, donc du coup, là, j'ai quand même cramé pas mal de cash. C'est vrai que quand on mange au resto et tout, en général, ça y va. Donc j'ai cramé. Et puis aussi, le truc aussi, c'est que voilà, derrière, en fait, je me suis dit, bon, voilà, il y a tout ce cash qui rentre, donc je vais pouvoir avoir une équipe. Donc j'ai pris une équipe où on est monté jusqu'à 12 personnes. Ouais. Après, j'avais une offre à abonnement. Après, j'ai aussi sorti des formations web marketing. J'ai sorti un mastermind à 36 000 € à l'année. J'ai sorti d'autres produits et du coup, il fallait du monde aussi pour gérer tout ça. Et il y avait une communauté. Par contre, c'est clair que quand tu fais, j'ai quasiment fait, je pense, les 900 000 tout seul. Quand je suis passé de 900 000 à 1,5 million, 1,5 million, c'était 1 million plus les 500 000 € d'autres produits. Tu vois, j'ai pas multiplié par 10 parce que j'avais 10 salariés avec moi, quoi. Donc, ouais, non, mais ça. Parce que la valeur, c'est toujours toi qui la crée. C'est ça. Et derrière, à la limite, tu gagnes du temps, tu améliores ta gestion, tu fais ta gestion, tu optimises. Mais donc j'ai quand même une grosse équipe, j'avais des bureaux. Moi, j'ai jamais voulu faire du management, donc première personne que j'ai embauchée, c'était une directrice. Et j'ai toujours eu des directrices pour piloter mes équipes. Donc tout ça aussi, ça cramait beaucoup de cash, quoi. Ouais. On faisait aussi un séminaire par an qui réunissait 500 personnes à Paris, donc ça aussi, ça crame du cash. Mais tu le faisais payant ou pas payant? Non, parce que du coup, c'était en bonus dans la formation. Ah oui, d'accord, ok, ouais. C'était en bonus dans la formation, et c'est ce qui contribue aussi à bien la vente, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis, donc voilà. Donc ça marche bien. Et puis au bout d'un moment, moi j'ai aussi un petit parcours de développement personnel spirituel. Donc j'avais fait. Oh, tu sais qu'il y a un truc qui est bien avec toi, oui. C'est que j'ai une fiche là. On a fait déjà 30% de la fiche, j'ai pas eu besoin de lancer un sujet. Tu suis le truc à la lettre. Voilà. Donc du coup, effectivement, j'avais fait l'expérience il y a maintenant qui doit remonter à 8 ans, je pense, où j'avais fait un mois sans manger. C'est-à-dire que l'idée, c'était de... T'avais pas fait 15 jours dans le Nord, c'est pas ça plutôt qui t'a fait... Alors ça, c'est bien après, ça, les 15 jours. C'est après. Ouais. Donc là, il y a 8 ans, c'était ces 21 jours où je suis parti en Italie pour faire ce stage de nourriture pranique, où l'idée, c'est d'apprendre à ton corps à se nourrir de l'énergie et plus de nourriture physique. Et là, pendant ce stage-là, je trouvais ça déjà fou de faire ce stage-là, tu vois. Ouais. Et il y a une nana qui arrive et qui dit, moi, je reviens d'un stage où j'ai passé 10 jours dans le noir. Je me suis dit, putain, il y a un truc encore plus fou que de passer 3 semaines sans manger et de passer 10 jours dans le noir, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est une petite graine qui est posée. Et puis après, l'année suivante, je vais refaire ce stage-là. Donc, à l'époque, j'avais prolongé 1 mois. Après, du coup, l'année suivante, je refais 3 semaines sans manger. Et puis, il y a ce projet-là de Dark Room qui me trotte dans la tête. Donc, je dis, est-ce que je vais me faire accompagner ou pas? Et puis finalement, c'est le Covid qui m'a donné la solution parce que le Covid nous a obligés à mettre tout le monde en home office. Donc du coup, on avait pris l'habitude de travailler en home office. Et je fais, mais en fait, c'est très bien, j'ai des bureaux. Il y a les bureaux, donc c'est une villa. Donc il y a une pièce qui est isolée avec une salle de bain à côté. Donc ce sera parfait. Je vais l'aménager, on va toute la calfeutrer. Et donc j'ai tout calfeutré, on a bien fait ça et je les ai mis en home office pendant 15 jours. Et du coup, pendant 15 jours, effectivement, je suis resté dans le noir. Dans le noir? Pour méditer. Sans manger? Sans manger. J'avais une fontaine à eau. Ouais. T'as filmé le truc? Ouais, j'étais en live sur YouTube. Pendant les 15 En live? jours. J'étais en live, ouais. Du coup, mes enfants pouvaient me voir. Ouais. L'équipe aussi pouvait me voir. Les potes aussi pouvaient me voir. Et pendant ce moment-là, alors, on n'a pas fini encore sur le business, mais on juste va on va revenir faire cette parenthèse parce que c'est lié. Mais ça m'a permis de faire un switch du coup sur le business. Alors, peut-être qu'on y reviendra après, je te poserai des questions par rapport à cette période-là. Je te laisse continuer sur le switch. Donc j'ai vu ces 15 jours dans le noir, je médite. Donc du coup, pendant 15 jours dans le noir à méditer, tu vas vraiment en profondeur sur tes sujets, t'apprends à te connaître et
Et voilà, et du coup, je ressors avec... Bon, c'était quand même un peu long, hein, je tiens à le dire. Ne reproduisez pas ça chez vous, hein. C'était fait par un cascadeur de haut niveau. Et je me dis, je ressors avec les idées assez claires sur ce que je voulais faire et plus faire. Et on refait un lancement du collectionneur. Et là, pendant le lancement, en fait, je me retrouve à aller le jeudi pour faire une webconférence. Moi, je faisais des webconférences fleuves pendant mon lancement. Je me rappelle, j'avais fait je crois qu'on record, c'est 6h30 de live, tout seul. Ah ouais. Ouais, alors après, il y a eu des interactions. À un moment donné, j'ai interviewé un gars pour une étude de cas. Du coup, ça m'a permis d'aller pisser. Sinon, 6h30, c'est très long. Donc, je faisais vraiment des trucs de fou. Et ce qui est fou, c'est que les gens restent pendant 6 heures en live, quoi. Et là, je me retrouve tout seul au bureau, parce que c'était un jour férié, je crois. Et j'ai fait, mais à quoi ça rime tout ça? Tu vois, là, une grosse prise de conscience. À quoi ça rime ces bureaux? À quoi ça rime toute cette équipe? À quoi ça rime de faire ce lancement? À quoi ça rime de s'obliger à faire ce live-là? Tu t'es rendu compte d'un coup que tu n'étais plus aligné avec ton taf, avec ton business. Ouais, là j'ai fait non. Mais avec, d'un point de vue personnel, tu n'étais plus aligné, c'est-à-dire j'ai pas envie de faire ça, ou d'un point de vue professionnel? Un peu les deux en fait, j'avais fait le tour du sujet, ça faisait 7 ans, c'était la 7e version. Ça c'est vite alors. Ouais, ça fait vite, quand même 5 ans, c'est pas 7 ans, 6 ans, là j'ai tenu long. Tu te lasses de 5 à 7 ans, on dirait que depuis le départ, tu te dis ça faisait 5 ans, 7 ans, boum, t'as des phases comme ça. Ouais, mais c'est ça. C'est vrai qu'au bout de 5 ans déjà, ça a commencé à me saouler. Ouais. C'est vrai que j'ai des phases de 5 ans. Mais tu sais que le collectionneur, c'était par exemple la première formation que je sortais tous les ans. Ouais. Parce qu'avant, en fait, pour moi, c'était inconcevable de ressortir le même produit 2 fois. Ah oui. Non, moi, j'avais besoin de créer des nouveaux produits, j'avais besoin de m'intéresser à d'autres sujets. Et puis, je me suis dit, je leur ai déjà proposé. Pourquoi ils iraient là? S'ils le voulaient, ils l'auraient acheté avant. Mais en fait, non, il y avait une autre logique. Il y a des interactions de temps, argent, c'était le moment ou pas le moment. Oui, mais tu sais, j'ai appris sur le tas. Tu sais, moi, j'ai mis longtemps avant de réussir. Hein. Tu sais, il y en a dans le business qui ont réussi très vite et qui derrière, quand ils sont pris des échecs, ils n'ont pas compris. Et moi, par rapport à ça, tu sais, j'ai une petite phrase qui me va bien, c'est une arcade n'a jamais fait un grand navigateur. Tu sais, ouais, t'as pas de difficulté. Non, quand t'as pas de difficulté et que tout se passe bien, je vais pas citer de nom parce qu'au milieu il y a des copains, mais et que derrière tu te prends une claque, les gens ils comprennent pas. Ouais. Ils comprennent pas et vraiment c'est dur pour eux parce qu'ils comprennent pas. Le mec qui est passé dans la tempête, par contre, moi qui ai galéré, j'ai fait des lancements, j'ai fait 5 000, 10 000, 15 000, je fais 20 000, 50 000, j'ai fait 70 000. Et là je suis passé à 200, 400. Et petit à petit, tu vois, j'ai compris la mécanique de ce qu'il fallait améliorer et tout. Donc, dans le détail, j'ai compris. Parce qu'en fait, dès le départ, je n'étais pas sur la niche qui était bankable. Et donc, du coup, ça m'a obligé, tu vois, à me sortir les doigts et à comprendre là où tu pouvais vraiment améliorer pour tirer le maximum du marché sur lequel j'étais, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai cette prise de conscience-là. Et là, donc, c'est le jeudi. Et là, donc, du coup, je rentre chez moi et je me dis, non, mais ça va pas et tout ça, il faut que j'arrête tout. Et donc le vendredi, je prends la décision de me séparer de toute mon équipe, sauf mon assistante. Parce que mon assistante... Tu rentres le jeudi, le vendredi? Ouais, en fait, le jeudi soir, après le live, j'ai cette prise de conscience-là. Enfin, avant le live, j'ai cette prise de conscience-là. Je fais mon live, bien sûr, je fais mon job. Et en rentrant chez moi, je reviens sur cette idée-là. Et donc le vendredi, je prends la décision de me séparer de toute l'équipe et d'arrêter les bureaux et de tout. Et du coup, comme j'avais un réseau un peu sympa à Maurice, du coup, je contacte tous les gens de mon réseau et j'essaye de voir comment je peux recaser chaque personne de mon équipe pour que le lundi, quand je vais leur annoncer ça, que je leur annonce en même temps qu'ils sont tous un entretien d'embauche. Ouais, propre quoi. Voilà. Et donc, je passe mon week-end à passer des coups de téléphone pour voir tous les entretiens d'embauche que je peux avoir pour toutes les personnes de mon équipe, à identifier qui peut avoir besoin de qui. Et puis, et donc je leur annonce ça le lundi, donc il y a des pleurs, c'est assez rude hein, comme annonce quand même, hein, c'est dur. Même pour moi, mais bon, voilà, c'était aligné et j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et donc je me sépare de toute mon équipe, sauf une personne qui est mon assistante. Donc tu as un business qui génère plusieurs millions et tu dis stop net. Ouais, stop net. Stop net, ça me va pas. Non, j'arrête tout. Bon. Suite à ça, parce que j'aimerais en venir un petit peu aussi à ce que tu fais maintenant. Ouais. Il se passe quel délai entre le stop net de ça et ta nouvelle idée? Ouais.
Alors, novembre, du coup, j'arrête tout. Donc, je passe mon mois de novembre à, du coup, à leur retrouver d'autres entretiens parce que ça marche pas tout. Donc, au fin de novembre, ils avaient tous une promesse d'embauche. Donc, pour moi, j'avais rempli mon deal en tant qu'entrepreneur responsable. Bon, je pense que t'as plein de patrons, ils en ont rien à branler, mais c'est autre chose. Bon, c'est autre chose. Moi, c'est ma façon de faire et je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne. Et donc voilà, donc après je dis c'est bon, je fais plus rien. Alors après j'ai quand même mon cercle des visionnaires qui est mon offre à abonnement. Du coup il y avait Tracy qui pouvait continuer à s'envoyer, donc il y avait quand même un petit chiffre d'affaires récurrent qui continuait à rentrer. Mais non, je suis en mode c'est bon, j'ai plus rien à faire, j'aime bien. Et puis j'avais une stratégie d'investissement dans la crypto, j'avais commencé à investir dans la crypto en 2018. Okay. Et là, au mois de décembre, ça faisait plusieurs mois que j'appliquais moi-même manuellement ces stratégies-là et ça me saoulait. Donc, je contacte une de mes anciennes développeuses et je lui dis, Mégane, écoute, là, ça me saoule de faire ça manuellement. Au début, ça m'éclatait de faire des petits calculs. Maintenant, ça me gave. Vas-y, si tu me développes un logiciel qui applique ça de manière 100% automatique et que ça fonctionne, on testera sur mon compte. Réglé sur... Voilà. Sur ma stratégie et sur mon compte. Bah écoute, on proposera à ma communauté, parce qu'à l'époque, j'ai quand même basé 120 000 contacts. Donc voilà, j'ai quand même un actif. Et puis si ça plaît, on fera un business ensemble là-dessus, quoi. Et donc elle passe tout son mois de décembre à bosser là-dessus. Mais je lui dis, je veux plus de salariés. Hein. Je lui dis, donc tu fais ça sur ton temps, moi je m'en fous. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, mais voilà. Et puis ensuite arrivent les vacances de décembre. Donc elle bosse sur le truc. Et moi je me retrouve en France au mois de décembre. Je me retrouve à revenir, prendre l'avion pour revenir, et on devait faire les tests anti-Covid. Et on est 3 positifs sur 5 dans la famille. Ah oui. Et du coup, on est bloqué en France, on ne peut pas revenir. Donc, on repousse de 15 jours le délai, sachant que quand tu as prévu tes vacances de telle date à telle date, les 15 jours qui suivent, tu n'es plus en mode vacances. Tu es en mode, tu attends ton billet pour rentrer chez toi, en fait, tout simplement. Ça fait chier, quoi. Donc ça fait vraiment chier. Et là, du coup... je me dis, quitte à me faire chier, je suis préparé en webinaire. Et puis du coup, si je suis bloqué, je vais faire webinaire. Et puis voilà. Donc, du coup, en une semaine, je prépare mon webinaire. Je fais l'annonce de mon webinaire. Je fais le webinaire. La version de Mégane AV1 commence à fonctionner à peu près. Il y avait quelques petits bugs, mais en gros, ça fonctionnait. Et du coup, je me retrouve bloqué en France. Parce que aussi, le truc, c'est que... pour finir sur le truc anti-Covid, c'est qu'on refait des tests la veille avant de repartir. Et là, donc 15 jours après, donc on avait quand même pris une marge de manœuvre, parce que normalement c'était 7-10 jours, on avait quand même pris une marge de manœuvre. Et là, ils nous annoncent qu'on est 4 sur 5 de positifs. C'est de pire en pire, quoi. C'est de pire en pire. Et en fait, là, je découvre que leur niveau de sensibilité est tellement important qu'en gros, on peut rester 6 mois en France bloqué parce qu'on est toujours positif. Parce que, alors qu'on était tous asymptomatiques. Ouais. Donc j'ai fait, non mais ça, on oublie. Donc j'ai fait appel au bon Dieu Photoshop qui nous a aidés et qui nous a permis de rentrer au pays. Je crois que Photoshop, il en a aidé un paquet à cette époque-là. Non mais ça n'avait vraiment aucun sens. Je veux dire, la première fois, je veux bien repousser, mais la deuxième fois, ça n'avait plus de sens. Donc voilà. Et donc du coup, entre-temps, je fais ce webinaire-là. Webinaire, il y a 1500 personnes qui s'inscrivent pour y participer. Il y a 900 personnes qui sont là en live, un taux de présence énorme. Que j'ai jamais vu en 10 ans. Ah ouais, moi non plus, j'ai jamais vu ça. Et sur les 900 qui sont là en live, il y en a 150 qui s'abonnent au logiciel. 15%, plus de 15%. Ce qui est énorme, sur une quantité comme ça, ce qui est assez énorme, en offre à abonnement. Hein. Ouais. Et sauf que là, j'ai une prise de conscience, c'est que pendant le live, je leur dis, non mais je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter, parce qu'en fait, le logiciel va tenir. Mais c'est que, j'en sais absolument rien. Chargé, c'est pas sûr. Mais je pense pas du tout à ça. Je pense à autre chose. Je pense qu'en fait, il faut passer 3 quarts d'heure, 1 heure en visio avec chaque client pour installer le logiciel sur son compte. Et que du coup, je n'ai plus d'équipe. Je n'ai plus personne. Et là, à 150, machin. Donc du coup, Tracy, elle bossait toujours pour moi. Mégane, je l'embauche en urgence. Là, finalement, j'ai décidé, j'ai besoin de salariés. Finalement bien. Et puis du coup, je rembauche 2 personnes au support, plus 2 autres développeurs. Et en fait, je me retrouve avec Tracy et Mégane pendant 1 mois, non-stop, genre à 10 calls par jour. Elles ont fait de l'installation de logiciel, du onboarding, pour absorber les clients, quoi. Et là, je me suis retrouvé à faire un truc que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est de stopper une promo avant la fin. De refuser, ouais. Avant la fin. Et mais par contre, je me suis dit, non, mais ça me tracassait tellement.
J'ai fait non mais Florent, tu peux pas, là tu es dans une pleine dynamique, tu peux pas couper ça comme ça quoi. Oui, oui. Donc du coup le lendemain j'ai fait bon, je réouvre mais en pré-ouverture pour le mois prochain. Donc vous allez vous inscrire mais ça sera actif qu'à partir du mois prochain et on vous onboardera. En précommande un peu. Tu vois, voilà, c'est ça. Donc on a fait une précommande et du coup ça nous a permis encore de rentrer des clients. Et donc je fais ça depuis 2 ans. Et puis là on est à 600, un peu plus de 600 clients, on est à 4 millions de capital en gestion. Il y a une belle équipe, une équipe qui est 100% autonome, avec 3 développeurs, du coup 2 personnes de support, une DAF. Dans les développeurs, il y a une CTO qui est Megan, qui est du coup la pilote de projet. Ouais. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Et du coup, ce logiciel, ça s'appelle CryptoBulo. C'est ça. Voilà, on vous mettra le lien en description, bien entendu. Ouais. Comme ça, au moins, ça permettra à certains qui s'intéressent à la crypto de faire découvrir ça. Ouais. Si tu peux nous expliquer un tout petit peu comment ça marche pour qui, enfin, si tu veux le pitcher, Ouais. en gros, rapidement, pas en live de 6 heures. Non, mais je vais pas vendre CryptoBulo et puis je pense qu'il faut vraiment voir la vidéo de présentation de C'est ça, de la mais dans stratégie. l'idée, pour qu'ils se disent, ok, ça m'intéresse. ou En pas fait, du dans tout, l'idée, quoi. moi, je suis un investisseur long terme et j'ai pas envie de me prendre la tête à apprendre le trading. Ouais. Donc, moi, ce que je veux suivre, c'est la tendance crypto sur le long terme parce que je crois vraiment à la tendance des cryptos sur le long terme. Donc, plutôt que de miser sur telle ou telle crypto, parce qu'on sait qu'on est sur un marché d'innovation qui bouge beaucoup, donc forcément, il y en a qui va disparaître. Ouais. Par exemple, quand j'ai démarré dans le référencement, c'était AltaVista. Google n'existait pas. Et puis maintenant, les gens ne connaissent plus du tout AltaVista. Maintenant que ChatGPT commence à apparaître et à commencer à faire des fulgurances, on se demande si Google va toujours exister dans 5 ans. Donc, dans le marché d'innovation, il y a une grosse inconnue. Et puis aussi, il y avait un truc qui me dérangeait, c'était que plus tu investis longtemps, plus tu as potentiellement de l'augmentation de valeur de ta crypto, mais en même temps, plus tu te rapproches du moment où elle va se casser la gueule parce qu'il y a une autre valeur à placer. Et donc ça, c'était un vrai dilemme pour moi. Et donc du coup, la stratégie que j'ai trouvée, c'est de miser sur le top 30. Donc en gros, je répartis mon capital sur le top 30 avec une répartition un peu smart qui à la fois profite de la dynamique des petites cryptos sans donner trop d'importance aux grosses. Il y a un peu des saisons, Voilà. pour expliquer. Voilà, et puis, et donc du coup, c'est ça. Et donc, en fait, une fois par mois, on se connecte sur le compte, on regarde les cryptos qui sont sortis du top 30, on les revend et on achète les nouvelles qui les ont remplacées. Voilà. Et puis, avec ça, on a amélioré un petit peu l'algorithme parce que sur les 7 dernières années, le top 30 fait x39. Ouais. Le Bitcoin, lui tout seul, fait x44. Donc, on fait un peu moins, mais on lisse le risque quand même sur les 30 premières cryptos parce qu'on ne sait pas le Bitcoin. Bien sûr, c'est un qui pète d'un coup et qui tombe Ouais, à zéro. on ne sait pas. Donc là, le risque est lissé sur l'ensemble des cryptos. Et nous, avec les améliorations qu'on a apportées, enfin que j'ai apportées moi sur l'algorithme, on arrive à x106. Donc on améliore quand même drastiquement le top 30, notamment parce qu'on a identifié que quand le marché est en sous-valorisation, le top 5 est meilleur que le top 30. Ouais. Donc quand on est en période basse, eh ben, on va plutôt investir sur le top 30 et on va réinvestir sur le top 5, et on va réinvestir sur le top 30 quand le marché repartira à la hausse. Parce qu'après, les forces s'inversent. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis aussi, on a une mécanique où en fait, quand on identifie que le marché part en surchauffe, on revend une partie du capital pour le stocker de côté. Et quand le marché est en sous-valorisation, on utilise ce capital-là pour racheter les cryptos quand le marché est en sous-valorisation. Ce qui fait que plus on augmente le nombre de cycles haussiers et baissiers, et plus en fait on a cet effet boule de neige qui se met en place. C'est un levier intéressant sans avoir besoin de connaître trop le monde de la crypto. Et donc l'idée, c'est que en fait, les gens, quand ils veulent investir dans les cryptos sans en avoir rien à faire, ils investissent en CryptoBulo et une fois que c'est mis en place, derrière, ils n'ont plus rien à gérer. Ils reçoivent une fois par mois un mail de synthèse qui leur explique où est-ce qu'ils en sont au niveau du capital. Et ils reçoivent une fois par mois ce mail-là. Et puis je fais une fois par mois aussi un live pour expliquer les améliorations qu'on apporte, parce qu'on améliore toujours le logiciel. Mais là, je t'ai donné la version la plus standard. Ouais, la plus light. De toute façon, si vous êtes intéressé par la crypto-monnaie, si vous voulez avoir quelque chose de simple sans vous casser la tête à tout apprendre, allez voir, ça vaut le coup. Il y a une vidéo de présentation, il y a tout ça. Puis après, il y a des lives et puis plein de contenu. C'est ça. Donc, voilà, je vous laisse découvrir par rapport à ça. Ok, donc CryptoBulo. Ah oui, non, mais gros objectif, parce que pour moi, il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que l'autre jour, on discute, on était au resto, puis tu me dis, moi, j'ai un objectif. Et l'objectif, il est quand même pas petit. C'est qu'aujourd'hui, tu me dis, tu as 4 millions en capital en gestion. Ouais. Ton objectif, c'est de passer à 1 milliard. Ouais. Ok. D'ici combien de temps? D'ici 5 ans. La vision, c'est à 5 ans. Ok. Alors, nous, notre plus grosse problématique aujourd'hui à laquelle on doit faire face, c'est la problématique de la régulation. Parce qu'en fait, c'est un marché qui est en cours de régulation. Notamment, pour te donner un exemple, les premières licences crypto sont sorties à Maurice au mois de juin de l'année dernière.
Nous, on a initié le projet de demande de licence il y a 2 ans, donc déjà même avant que les licences existent. Et là, tu vois, je suis toujours, moi, en attente. Donc là, normalement, c'est une question de jours et de semaines. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, c'est extrêmement long parce que justement, ce sont des nouvelles licences et ils ont peur de faire des bêtises. Ouais. Et ils veulent être le hub de l'Afrique en termes de crypto, mais ils veulent pas faire ça au prix de scandale, en fait. Donc, ils font très, très attention. Ce que je peux comprendre, mais du coup, nous, on est vraiment face à un frein, face à un mur administratif. Ça fait 2 ans que tu es dans les démarches. Ça fait 2 ans, là, dans quelques jours, on va fêter les 2 ans de démarche. On va fêter les 2 ans de démarche. C'est assez ouf par rapport à ça. Ouais. Ça, c'est le premier point, donc par rapport à Maurice. Ensuite, maintenant, par rapport à… En France, par exemple, tu as le PSAN. Sauf que maintenant, le PSAN, il va être valable encore quelques mois. À partir du 1er janvier 2025, c'est la régulation MiCA qui va prendre le relais. Ouais. Sauf que la régulation MiCA n'a rien à voir avec la régulation PSAN et qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les critères à respecter pour faire la demande de licence MiCA. Donc, tu ne peux pas t'adapter à l'avance. Donc, aujourd'hui, ça voudrait dire que quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui dans le business, il ne pourrait pas. Ou alors, s'il le fait, il va dépenser 20 000 euros, 25 000 euros dans des avocats pour obtenir la licence PSAN qui, à la fin de l'année, n'aura plus aucune valeur. Et le temps même de la procédure, ça va prendre au moins 6 mois, au moins. Donc, ça ne sert à rien. Et ce qui est ouf, c'est que en fait, le PSAN aujourd'hui, l'AMF met en liste noire tous les sites ou tous les services que eux n'ont pas reconnus dans leur licence. Alors qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est forcément des arnaques, tu vois. Oui, bien sûr. Donc on a cette vraie problématique-là. Et puis moi, tu vois, je suis toujours en veille pour savoir quand est-ce que nous, on peut se mettre aligné avec MiCA, parce que nous, c'est notre intérêt. Parce qu'une MiCA, en fait, une fois qu'on aura la régulation dans un pays de l'Union européenne, on pourra communiquer dans tous les autres pays. Donc aujourd'hui, en fait, on ne peut pas communiquer. C'est pour ça qu'on fonctionne que par le bouche à oreille, parce qu'on ne peut pas communiquer ouvertement dans un pays comme la France, quoi. Ouais. Donc les clients qu'on a rentrés aujourd'hui, ça fonctionnait uniquement par le bouche à oreille. Donc c'est un peu la limite qu'on a. Mais une fois qu'on va faire sauter cette limite-là, qu'on aura les licences, en fait, ce qui est aujourd'hui une barrière à l'entrée, il va devenir pour nous un accélérateur. Un accélérateur, une opportunité. Ouais. Parce que par rapport au marché, le reste du marché, quand nous on aura la licence, alors que les autres ne l'auront pas, parce que beaucoup font le choix de ne pas la vouloir aussi. Hein. Il y a beaucoup qui sont à Dubaï et qui n'auront strictement rien à faire. Eux, ils font leur business, voilà. Et du coup, c'est un peu difficile aussi après de trier le bon grain de livret. Même si aujourd'hui, effectivement, il y a aussi beaucoup de bons grains et beaucoup de livrets. Mais bon, voilà. Mais c'est pour ça que nous, à terme, l'enjeu, c'est quand même de se positionner sur du long terme. Parce que l'idée, moi, je pense que c'est le business de ma vie. C'est la plus grosse réussite financière, je pense, de ma vie qui m'attend. Et donc, voilà. Par contre, je ne vais pas faire ça au détriment de ma vie. Comme tu le sais, je bosse 1 à 2 heures par jour. À côté, j'ai mes petits trips d'alchimiste, mon trip de flipper. Je suis un grand fan de flipper. J'aime bien marcher. Récemment, je vais à la salle de sport. Voilà, c'est vrai. Je croise pas les copains parce que j'y vais pas à la même heure, parce que justement, moi, je travaille pas. Donc, eux, ils y vont avant d'aller bosser. Moi, je suis plus cool par rapport à ça. Mais voilà, moi, tu vois, ce matin, avant de venir, c'est moi qui ai amené ma fille à la crèche. C'est moi qui vais la chercher à 16h. Voilà, je profite de ma fille de 3 ans et demi comme jamais j'ai profité des 2 autres avant. Bon, c'est ce qui est aujourd'hui le plus important pour toi, c'est ce qui tourne autour de ta vie perso. Oui, et puis j'ai vraiment réussi à trouver donc effectivement, j'ai cette approche entrepreneuriale où j'aime bien les objectifs et j'aime bien continuer à me challenger. Et puis là, tu vois, le développement d'un projet SaaS, c'est quand même pas la même chose que le développement d'un business de formation. C'est aussi plus cool parce que du coup, chaque nouveau client vient en plus des précédents. Tu as un business récurrent qui se met en place, donc tu as aussi un revenu récurrent qui se met en place. Là, on a atteint le seuil de rentabilité, donc maintenant, les nouveaux clients, ça va vraiment apporter de la rentabilité. Voilà. Et alors, c'est sûr qu'on gagne beaucoup moins qu'avant, mais c'est pas par un coup et il n'y a plus cet effet de pression. Et là, je sais que les 6 personnes qui travaillent dans l'équipe, chaque personne vraiment apporte une valeur importante dans l'entreprise et elle est nécessaire dans l'entreprise. Alors qu'avant, dans les 12 personnes, il y avait beaucoup de… À la fin, je cherchais du travail à leur faire faire, tu vois, ça n'avait plus de sens, quoi, parce au début, quand effectivement ils avaient tous chacun leur place, mais au bout d'un moment, quand t'es plus aligné, en fait, tu vas chercher du boulot pour justifier leur salaire, ça n'a plus de sens, quoi. Ouais, ça n'a plus de sens. Donc j'aime bien aussi cette logique-là, mais en même temps, je me rappelle de ces 15 jours dans le noir, je me rappelle que quand je suis ressorti, je me suis dit, la vie est belle, tu vois. Le contraste des couleurs, le contraste des paysages, la beauté des paysages, tu vois. Et donc, moi, j'aime bien un petit peu ce mode contemplatif.
Donc, je vais pas faire de la pub à ton podcast, mais moi, par exemple, je n'écoute pas de podcast. Parce que les podcasts, je sais que ça me met dans mon mental, je sais que ça me stimule intellectuellement et que moi, j'ai envie de le calmer, ce putain de mental. J'ai envie de dire, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, cet ego-là. Moi, j'aime bien marcher, me retrouver en mode contemplatif. Mon téléphone n'est pas allumé. Je suis là juste pour marcher, prendre du plaisir à être là, présent. Et voilà. Après, je sais que c'est ma période à moi. J'ai quand même beaucoup bossé, donc j'ai beaucoup de respect et il n'y a pas de jugement de valeur dans ceux qui bossent, ceux qui se stimulent intellectuellement, donc ceux qui vont écouter des podcasts à gogo. Oui, puis surtout que tu as été un bouffeur de contenu invétéré en lisant un livre par semaine, machin, le côté cérébral. Oui, d'ailleurs, il y a aussi une dimension là-dedans, c'est que plus tu avances, c'est-à-dire, par exemple, quand j'avais lu les 50 bouquins en un an, en fait, plus tu apprends des choses, moins tu apprends. À la fin, je tombais sur des bouquins que les gens trouvaient géniaux, comme par exemple 20-80 Pareto. Je fais, arrêtez, vous pouvez pas aimer ce bouquin, c'est du b.a.-ba, c'est du baby step. Je veux dire, il faudrait apprendre ça en CM2, quoi. Tu étais trop avancé dans le processus. Les gens, quand ils découvrent, ils sortent du salariat, ils n'ont pas compris les puissances des choses. Mais je me rappelle des discussions avec Olivier Roland là-dessus. Il était tellement pour le 20-80 et moi, j'avais fait du contrôle de gestion et j'avais vu l'absurdité de ce truc-là. Enfin bref, parce que l'approche systémique est tellement plus puissante, mais bon, on va pas rentrer dans cette discussion-là. Mais si tu veux, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu as des outils intellectuels, comme la pensée complexe d'Edgar Morin, que tu as lu des bouquins de management, que tu as écrit toi-même des bouquins de management, tu vois, je dis pas que, je suis pas là pour me la péter, mais c'est juste pour vous dire que quand tu écris un bouquin, c'est déjà que tu as assimilé beaucoup de contenu et que parce qu'assimiler du contenu, l'expériencer et après avoir cette faculté pédagogique de le restituer, ça veut dire que tu l'as vraiment beaucoup expérimenté, tu vois. Tu as vraiment été dans la profondeur du truc. Et donc effectivement, je me suis souvent posé la question aujourd'hui, c'est qui mon mentor, tu vois. Moi, pendant de longues années, j'avais tous les ans quelqu'un qui m'inspirait vraiment, qui me portait vraiment, qui me faisait vraiment beaucoup apprendre, qui me faisait beaucoup avancer. Et là, je t'avoue, ça fait 3-4 ans, il n'y a plus personne qui me fait avancer, quoi. Eh ben, tu sais quoi, on en reparlera juste après. J'ai une question par rapport à ça. Il faut que tu arrêtes de me bouffer tout le podcast à l'avance. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que là, on a parlé beaucoup business, on a parlé beaucoup de tout ça. Juste avant de partir sur ton univers à toi, un petit peu, justement, dans le mental, dans la spiritualité et tout ça, je voulais te poser une question que je viens d'oublier. Putain, ouais. Juste avant de partir là-dedans, j'aimerais savoir... Pourquoi Maurice ? Pourquoi tu as quitté la France ? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic de se dire je me casse de la France, je vais découvrir autre chose, peut-être une autre culture ou quelque chose, ou business, peu importe. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie ? Alors, quand je me suis fixé... donc, il faut savoir qu'à 27-28 ans, donc, quand j'ai fait ce cours-là, j'ai découvert ce prof-là dans mon master, il m'a aussi pas mal fait avancer sur le développement personnel et notamment la loi de l'attraction. Et c'est là que j'ai découvert l'attraction avec un bouquin de Murphy dont il m'avait parlé à l'époque à l'occasion d'un restaurant. Et du coup, j'ai commencé à apprendre ça et j'ai commencé à appliquer la loi de l'attraction. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais fixer, j'avais 27 ans à l'époque, 27-28 ans, je me suis dit, je serai millionnaire avant mes 40 ans. Ouais. Je serai millionnaire avec 40 ans. Donc, je visualisais, et puis je visualisais des objectifs interminaires, je me fixais des objectifs, je tenais un journal de bord, enfin vraiment, voilà. Et donc, du coup, ça devenait vraiment un peu mon obsession, parce que justement, il faut que le mental soit focus sur un sujet pour que ça se concrétise. Et là, du coup, je commençais à avoir des résultats, je commençais à gagner un peu plus d'argent, beaucoup plus. Et puis, du coup, je me visualisais, tu vois, par exemple, je visualisais à c'était mes 35 ans. Je visualisais, par exemple, où j'offrais tout le monde, le karting à tout le monde pour mon anniversaire. Et je visualisais avec une limousine, avec le champagne et tout. Enfin, bref. Très précis, quoi. Ouais, plus précis possible, mieux c'est, bien sûr. Et comme je commençais, tu vois, à développer des revenus en parallèle de mon travail, à me lancer dans l'entrepreneuriat, là, je commençais à avoir le changement autour de mes amis. La perception qu'ils avaient de moi, et pour eux, j'avais une obsession, c'était l'argent devenait le centre du monde pour moi, alors que pas du tout en fait. Mon obsession, c'était de me libérer de l'argent. Mais de leur point de vue à eux, comme la façon dont je l'exprimais, et je pense que j'étais assez maladroit par rapport à ça, parce que c'est pas eux qui ont tort ou moi qui ai raison. Enfin, inversement, c'est pas le sujet. Mais leur perception, du coup, il y avait ça frictionnait quoi. Et jusqu'à vraiment me prendre la tête sur certaines soirées, quoi.
Ah oui. Donc vraiment, tu vois, par exemple, les 35 ans, il y en a qui m'ont dit, mais t'as pas besoin de ça, pourquoi tu fais ça? Mais jalousie ou qu'est-ce que ça peut être? Parce que En fait, j'ai l'impression qu'en France, si tu veux, moi, je me rappelle toujours quand je voyais mes potes gagner, par exemple, tu vois, quand j'étais étudiant, moi, 1000, 1200, 1300 à l'époque, c'était énorme. Donc, quand j'avais un pote qui me disait qu'il gagnait 2000 euros, je disais, oh, c'est génial, tu dois être trop content et tout. Mais à l'époque, tu vois, c'était valorisé. En fait, les petits écarts de salaire étaient valorisés. Ils disaient, ah, c'est cool pour toi et tout. Mais dès que tu commences à avoir un gap trop important, bah, ils ça n'aiment pue. pas la réussite. Non, ça pas. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait un constat. C'est qu'en France, on n'aime pas quand tu es entrepreneur. Alors, si tu es un entrepreneur loser, comme 90% des entrepreneurs, ça, c'est OK parce qu'en fait, tu es dans la masse des employés, sauf que tu trimes plus et que tu as moins d'heures pour toi, donc les gens, ils ont pitié pour toi. Ouais, puis il n'y a pas le succès. Donc finalement, ça les ramène eux-mêmes à leurs propres échelles. C'est ça. OK, quoi, c'est bon. Par contre, dès que tu as du succès, là, c'est soit tu arnaques les gens parce que du coup, tu leur voles de l'argent, tu vois. Ouais. Soit tu exploites tes employés parce que tu gagnes de l'argent en faisant travailler tes employés, tu vois. Mais c'est jamais bénéfique, tu vois. C'est jamais positif. C'est jamais bravo, t'as bien bossé ou t'as monté un truc de ouf. Ouais. Et donc voilà. Et ça, j'ai trouvé ça terrible. Donc ça, le premier point. Le deuxième point, c'est le système administratif et fiscal en France où en fait, tu te retrouves avec entrepreneur, t'es moins assuré. Et tu raques, mais comme c'est pas possible. Tu dis, mais je veux dire, quand je me casse une jambe, et encore en plus, moi je fais pas de ski, genre quand je vais à la montagne, c'est pour être dans un spa avec un jacuzzi, avec vue sur les pistes. Et le seul effort que je fais, c'est pour aller au bowling et pour aller manger un plateau d'huîtres. Je veux dire, c'est pas moi qui vais me faire une fracture. Et quand bien même je vais me faire une fracture, je veux dire, je vais pas coûter plus cher que le gars qui est au SMIC, quoi. Ouais. Donc c'est quoi ce système qui est pas du tout, voilà. Donc moi, ça me dérangeait pas de payer des impôts, mais à un moment donné, ça devenait tellement exorbitant, mais que je comprenais pas. Et surtout, je comprenais pas la contrepartie, tu vois. Et puis aussi, il y avait à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, c'était en fait, on remettait en cause le système de mutuelle en France, parce que c'était tombé sur le système européen, mais ils avaient endormi ça dans des trucs, machin. Il faut savoir que le RSI, en fait, c'était des établissements privés. Et donc, du coup, ils avaient aucune raison d'avoir un truc, un monopole étatique. Enfin, et donc du coup, voilà, je m'étais un peu rebellé par rapport à ça. Et donc je me suis dit, non mais voilà. Et puis moi, je voulais pas que mes enfants grandissent dans cet environnement-là, tu vois. Je voulais aussi que mes enfants voient autre chose. Et puis tu commences à avoir le niveau d'insécurité qui commençait à augmenter en France. Donc, voilà, tout ça faisait je pouvais plus supporter les politiques, je pouvais plus supporter les médias. T'avais jamais en fait de prise de recul. C'était toujours l'un contre l'autre. C'était orienté en fait. C'est tout le temps le débat, il te donne un avis. Ouais, et puis c'est jamais ouvert. Ils sont jamais dans l'échange, ils sont jamais dans le partage, ils sont jamais dans l'idée d'essayer de mieux faire les choses ensemble. Ils sont toujours dans l'idée de se dire moi je sais mieux que toi, tu vois. Enfin, il y a aucune humilité. Et justement, plus tard dans le développement personnel et spirituel. Et moi, quand je disais ta gueule à l'ego, ta gueule au mental, c'est parce que l'ego et le mental, justement, ils te ramènent dans ta vérité à toi. Alors que justement, si tu fais fermer sa gueule, tu dis voilà, t'es dans l'écoute, dans le partage, dans la contemplation et dans l'humilité, tu vois. T'es dans quelque chose qui est plus ouvert et qui va te porter un peu plus loin, tu vois. C'est un peu plus tranquille que juste à poser son prisme à quelque chose. C'est ça, ouais. Et donc je ne me reconnaissais plus du tout là-dedans. Et puis du coup, Isa, bon, elle a accepté. De toute façon, au bout d'un moment, elle a bien compris que, au bout d'un moment, j'étais prêt à partir tout seul. Hein. Ouais. Vraiment, non mais vraiment, tu vois, on avait 2 enfants, mais bon, j'étais prêt à partir tout seul, quoi. Tellement c'était dur pour moi. Et en plus, en plus, quand tu te fais une fixette, après, ça devient terrible. Tu l'alimentes. Ouais, c'est ça. Donc, je m'auto-alimentais par rapport à ça. Maintenant, je retourne en France avec grand plaisir pendant les vacances, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment un cauchemar pour moi. Parce qu'il y a quand même une distinction à faire entre le climat social, la mentalité des gens et qu'est-ce que c'est que le pays, comment il est. Le pays en lui-même, c'est quand même stylé, quoi. Après, voilà. Et voilà, donc du coup, on se posait des questions sur Panama, Costa Rica, Thaïlande. On est tous sur les mêmes pays, hein. Ouais, un peu de choses près. Ouais, c'est ça. Et puis, comme à l'époque, je participais au lancement de Cédric Anissette. Voilà, qui était là d'ailleurs. Voilà, qui était là, lui. Ouais. Et que, donc en gros, moi j'étais son premier partenaire, ou un de ses tout premiers partenaires, et lui c'était pareil, un de mes tout premiers partenaires. Donc c'était à l'époque où on faisait des lancements ensemble. Et comme je faisais partie des premiers partenaires, il m'a invité à un séminaire ici. Et du coup, je dis, allez, à Banco, allons visiter. Je connaissais pas du tout l'île Maurice. Je n'avais pas positionné sur une carte, moi je suis très mauvais en géographie. Moi maintenant un peu mieux parce que du coup je suis à l'étranger. Mais voilà, et je découvre ce pays-là du coup pendant une semaine. Et là je dis à Isa, je crois que j'ai trouvé le pays. Les gens sont souriants, ça parle français, il y a très peu de décalage horaire.
Voilà. Donc je crois que le séminaire a dû voir lieu au mois d'avril-mai. Donc à l'époque, donc, je vois Cédric. Je rencontre Cédric Froment, avec qui j'ai aussi Qui est dans l'Ouest, lui. Ouais, qui est dans l'Ouest, mais j'accroche vraiment avec lui, super sympa. Et donc je dis à Isa, écoute, viens, il faut qu'on vienne en vacances 15 jours. Donc au mois d'octobre, on revient. Donc, tu vois, quelques mois après, on revient au mois d'octobre. On laisse les enfants chez les grands-parents. Et là, par contre, je lui fais faire tous les meilleurs hôtels de ville. Là, j'ai fait la totale. Ouais, là, j'ai la totale. Et puis, je profite d'être là pour déposer mon dossier. Ah oui, direct. Je dépose mon dossier. Moi, à l'époque, je fais tout moi-même. Ouais. Donc, j'ai ouvert un compte. J'avais la CB, j'avais le dossier qui était déposé, machin, tout. Et au mois de décembre, je me rappelle encore, j'étais au mastermind de Cédric à Paris. Et je reçois le mail qui dit confirmation, vous avez votre visa. C'est bon. Voilà. Et au mois de février, on était là. Et depuis voilà, donc depuis février 2017, ouais, donc ça fait 7 ans là. Et on est super bien. Et donc on est arrivé, on avait trouvé notre maison à distance. On avait déjà la voiture de location qu'on avait su trouver à distance. Bref, on avait tout, on est arrivé nickel. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant d'entrepreneurs. À l'époque, il y avait beaucoup plus de retraités ou d'étudiants qui étaient là en VIE. Plus compliqué à faire des relations. Ouais, beaucoup plus compliqué. Et puis les entrepreneurs de l'époque sont pas très sociables en fait. Cédric, il est très sympa, hein, on va faire du golf ensemble, on est très copains, mais ouais. C'est moins dans le partage, on se regroupe et tout ça. Ouais, et puis tu vois, moi, tu vois, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que moi, tu vois, j'aime bien accueillir les gens chez moi, et quand je sais qu'il y a des nouveaux qui arrivent, j'aime bien les inviter chez moi pour qu'ils voient comment on vit localement. Je me rappelle que quand on était arrivés, les gens nous invitaient au restaurant. Et pour nous, c'était un peu frustrant parce qu'on voyait pas vraiment comment ils vivaient, tu vois. Je parle au mois d'octobre, avant qu'on ait le visa, avant qu'on vienne habiter. Et alors que nous, on aurait aimé, tu vois, voir comment les gens vivaient, les maisons, voilà. Donc il n'y avait pas cette notion-là. Et puis après, donc du coup, nous, on a fait des soirées expat.com à l'époque, Maurice Accueil. Mais oui, mais c'était voilà, petit à petit. Ouais, mais tu t'accroches pas, mais t'as bien de la chance qu'aujourd'hui, il y a Webwin Mauritius, par exemple, qui existe, où tu peux, c'est facile, voilà, t'as un point de contact, et après, il n'y a pas que ça, parce que moi, Webwin Mauritius, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais tu vois, par exemple, la salle de sport, tout ça, il y a une tonne d'entrepreneurs. La salle de sport n'existait pas, ce bâtiment-là n'existait pas. Mais s'il n'y a pas cette salle de sport et Webin, concrètement, le karting n'existait pas, le golf de Grand Bay n'existait pas. Moi, à l'époque, quand j'allais jouer au golf, je mettais 20 minutes pour jouer sur un petit 9 trous à la con, qui était dégueulasse. Donc, non, il y a 7 ans, il y avait plus que 10-15 ans avant, mais il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc les mois sont passés, et puis après, il y a d'autres entrepreneurs qui nous ont rejoints. Il y a Alexandre Ross qui nous ont rejoints. Il y a les frères Savreux qui nous ont rejoints. Voilà. Ouais. Là, du coup, j'ai commencé à constituer un petit groupe d'une petite dizaine de personnes. Donc, Webin Mauritius, voilà, à l'époque, c'était comme ça. Au début, on se rencontrait dans nos business pour voir justement quels étaient les locaux dans lesquels on évoluait aussi, les entreprises dans lesquelles elles évoluaient. Et puis on faisait une rencontre tous les 2 mois, comme on fait aujourd'hui. Et puis petit à petit, par cooptation, le groupe a grossi. Maintenant, on est à plus de 180. Je suis obligé de limiter dans les critères de recrutement. Mais il n'y a plus de restos qui peuvent nous recevoir. Les restos pour nous recevoir, c'est très compliqué. La dernière fois, on était 100 à table et 150 en tout. Ça a pas mal challengé. D'ailleurs, ils sont limités. Là, ils sont en train de négocier avec le château de l'Abandonné pour voir s'ils pourraient nous réaccueillir de nouveau avec autant de personnes. Mais ça devient compliqué. Mais c'est pour dire qu'au fil des années, ça a bien grossi. Et voilà, aujourd'hui, il y a une belle communauté. C'est vrai. Mais après, je pense que après, on tombe peut-être aussi dans l'effet inverse, c'est que il y a 7 ans, c'était très facile de se balader. Maintenant, tu vois, on a des bouchons en permanence là à Grand Bay. C'est vrai. Ça va, c'est pas des bouchons comme à La Réunion ou comme à Paris ou à Lyon. Mais j'avoue qu'à notre échelle, nous, on est venu chercher de la tranquillité. Donc, j'aimerais dire, bon, si vous voulez aller vous expatrier, il y a aussi d'autres pays que Maurice. Ouais, c'est ça. Surtout que, alors, s'il y a un point qui est vraiment pour moi un point noir à Maurice, c'est les gens sur la route. Hein. Ils sont nuls avec un volant, ils savent pas conduire, ils s'arrêtent n'importe où. Enfin, c'est une vraie catastrophe, quoi. Tous les jours, j'en vois un, limite, il va mourir, quoi. Mais tu sais, c'est une autre culture, Tu sais, à un moment donné, il y avait cette blague où en fait les gens s'arrêtent sur la route. Donc, il faut savoir, les gens s'arrêtent sur la route. Ouais, ici, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent au milieu de la route. Sur l'autoroute. Même sur l'autoroute, ils s'arrêtent. À quel moment, ils s'arrêtent. Et puis après, j'ai appris qu'au permis de conduire, il y avait le permis de conduite et il y avait le permis de parking.
Et donc, Oui. tu peux avoir le permis de conduire sans avoir le permis de parking. Donc, du coup, je me suis dit, après, en fait, s'ils s'arrêtent, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se garer. C'était une blague. Non, mais, ah oui, c'est là, j'allais dire, putain, frérot, il y a juste un peu de jugeote, quoi. Tu vois, des fois, il y a un truc pour se garer sur le côté, non, il reste au milieu, quoi. Ouais, il y a un truc en contrebas. Et puis, un jour, on descend dans le sud et on se fait arrêter par la police au contrôle des papiers normal. Ouais. Et là, les flics, alors qu'il y a un endroit pour se garer en contrebas, hein, enfin, sur le côté, tu vois. Les flics nous arrêtent au milieu de la route et donc ils provoquent un bouchon parce que là justement c'est juste une voie, tu vois, une normale. Et là, t'as compris que... à la sortie d'un village et donc les flics faisaient un bouchon en nous arrêtant alors qu'il y avait de la place. Et là en fait tu dis non, mais en fait c'est culturel. Ouais, c'est culturel. C'est dans le sang, là. C'est culturel, tu peux rien y faire donc. Ouais, donc, il y a des bouchons, voilà. Donc, donc maintenant il y a des bouchons. Donc effectivement, on a depuis l'après-Covid. Il faut savoir aussi que Maurice a une vraie politique pour faire venir les gens, les investisseurs. Et donc avant, nous, on sentait qu'il y avait des histoires qui tournaient, comme quoi potentiellement on pouvait ne pas être renouvelé. Oui. Parce qu'avant, c'était 3 ans le renouvellement. Donc on avait un petit peu cette épée de Damoclès en disant putain, il faut rester sage, il faut rester tranquille parce que si tu fais une connerie, tu peux te faire virer du jour au lendemain. Oui. Et puis tu peux ne pas être renouvelé si par exemple tu fais pas ton chiffre d'affaires, des choses comme ça. Et puis après ça s'est renforcé, notamment parce qu'ils sont passés en liste grise, donc ils ont été beaucoup plus à cheval sur les documents qu'ils ont demandé, sur voilà les prix qu'ils demandaient. En termes d'ajout de capital. Et puis après, il y a le Covid qui est arrivé. Et donc là, le Covid, il y a eu une grosse fuite d'expats. Et là, on a senti après Covid qu'ils voulaient maintenir les gens qui étaient là, ils voulaient faire venir d'autres personnes. Et donc nous, le permis qui était à 3 ans, ils nous l'ont renouvelé en automatique sans qu'on fasse la demande à 10 ans. Ouais. Ils ont baissé les prix des villas auxquelles tu pouvais accéder pour quand tu as acheté des villas, tu pouvais aussi avoir un... C'est 350. Avant c'était 550, maintenant c'est 350, Ouais, donc c'est quand même baissé 250. Ouais, c'est quand même baissé, ouais. Ce qui veut dire aussi que ceux qui ont acheté à 550, maintenant ils ont une baraque qui vaut 350, juste par une décision juste sur une décision du Premier ministre. Donc sympa aussi. Ils ont sorti le visa premium où tu peux venir ici 1 an sans avoir... Oui. Enfin bref, il y a plein de choses qu'ils ont fait pour attirer justement... Faire venir du monde. Et donc du coup effectivement ça a fonctionné, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées en masse.